Donc bonjour à tous. Je vais me permettre pour l'ouverture de cette table ronde de reprendre les propos de Patrice Kermorvan lors de l'ouverture de ces assises, qui nous a présenté l'évolution de l'alternance dans nos IUT. On voit bien que depuis ces dernières années, l'alternance prend une proportion importante. Madame Bibard, lors de la précédente intervention, nous a parlé du Big Bang de la formation. Elle nous a également indiqué que demain, la place des branches professionnelles serait vraiment beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, avec le groupe FCA RUT et les directeurs de nos établissements, il nous a semblé vraiment pertinent de vous inviter. On vous remercie d'ailleurs d'être venus si nombreux. Et donc, comme vous êtes nombreux, lors de cette préparation, on vous a tous eu par téléphone. Et avec Marie Gézéquel, on a donc choisi de scinder cette table ronde en deux thématiques. La première thématique sera consacrée au rôle, enfin à votre vision que vous avez de l'offre de formation des IUT. Quelle valeur ajoutée vous pouvez nous exprimer. C'est vrai que c'est aussi important pour notre communauté d'avoir votre regard. Et la seconde partie, qui sera animée par Marie, portera sur la réforme et le rôle que vous pouvez avoir, que vous aurez demain, et les impacts qui seront donc pour nous importants. Donc pour débuter cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants. Donc c'est avec plaisir qu'on accueille M. Stéphane Kerda, donc président de l'Ordre des experts comptables en Bretagne. Si je me trompe, n'hésitez surtout pas à m'arrêter. On accueille également M. Gilbert Blanchard, qui représente l'Union des industries chimiques. M. Julien Zapata, qui est secrétaire général de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Monsieur Christian Lefresne, qui intervient au titre de la Fédération bancaire française. Et pour terminer, on remercie la présence de Monsieur Rouxel, qui a une actualité très chargée actuellement, qui est délégué régional de la Fédération nationale des transports routiers. Vous comprendrez pourquoi je vous parle d'une actualité chargée. Donc pour débuter, voilà. Il n'a pas amené son gilet jaune, non, il ne fallait pas. Et ne les sortez pas, ne sortez pas vos gilets jaunes surtout. Pour débuter en fait cette table ronde, je vais vous laisser la parole à chacun pour commencer par une question un peu générale où j'aimerais que vous puissiez vous exprimer sur la valeur ajoutée de nos formations. On entend beaucoup de bien des IUT. Pour autant, je pense que vous avez une vision différente les uns des autres parce que vous représentez des secteurs très différents. Donc je ne sais pas qui veut en premier prendre la parole. Monsieur Rouxel. Bonjour à tous. Ça marche ? C'est bon, voilà. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être présent aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce que je suis un ancien d'UT de Vannes, et donc ça me fait un peu bizarre de me retrouver de l'autre côté finalement, de là où j'étais, où vous êtes aujourd'hui. Donc le secteur des transports, c'est déjà 40 000 salariés, 2500 entreprises. Et c'est des métiers de plus en plus évolutifs sur les métiers de la logistique. On parle de logistique et transport plutôt. Et on est un secteur qui souffre pas mal de représentations, des représentations plutôt négatives, et où on a parfois du mal aussi à attirer des talents. Et je pense que notre secteur qui est en tension, qui vit une révolution comme dans beaucoup de secteurs qui sont une révolution qui est liée au digital plutôt, on est sur un secteur en tension. On recrute par exemple 3000 conducteurs routiers en Bretagne, il nous manque 3000 conducteurs routiers, et il nous manque aussi beaucoup de personnes à l'exploitation exploitation logistique et méthodes dans les exploitations. Donc les formations proposées par les IUT sont des formations qui sont intéressantes parce qu'on a peut-être aussi omis pendant plusieurs années de travailler sur le management intermédiaire. Et les IUT permettent aussi ce type de profil. Parce qu'on a tendance, alors bien sûr, tout le monde veut aller vers la qualification la plus haute, la meilleure, c'est évident, mais on a aussi besoin de profils qui sont sur des managements intermédiaires, sur le management de peut-être plus petites équipes, mais c'est important parce que notre branche professionnelle aussi est composée de beaucoup de TPE, de PME, 80% de nos entreprises ont moins de 20 salariés. Donc ça vous donne un peu la constitution du secteur. Et pour nous, c'est extrêmement important
d'avoir des profils qui puissent gérer ces entreprises aussi. Et avec l'évolution de nos métiers sur le digital, ce que je disais tout à l'heure, la logistique, la livraison urbaine, le dernier kilomètre, tout ça c'est lié aussi à la transition écologique, et donc on a des besoins importants dont les IUT peuvent répondre. Merci. Monsieur Carda. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici aussi avec vous. Je suis un peu déçu de l'introduction de Monsieur Rouxel parce qu'il m'a pris mon introduction en fait, puisque moi j'étais ici il y a quelques années, donc ça me fait tout drôle aussi d'être là. J'allais dire il y a 20 ans, mais c'était il y a 30 ans finalement. Donc donc vous êtes plus jeune, merci. Ça fait donc voilà, c'est avec une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui. Donc moi je représente les 800 experts comptables bretons. Donc ça veut dire que je vais vous donner ma vision à la fois des sociétés d'expertise comptable, mais aussi de nos sociétés clientes, qui rencontrent un certain nombre d'évolutions et de problématiques. Et là encore une fois, je vais parapher M. Rouxel, puisque les sujets de digitalisation, de tension dans le recrutement, de management intermédiaire, ce sont vraiment nos soucis, enfin les soucis ou les sujets qui sont prédominants aujourd'hui. Ce que je voulais, peut-être que je le développerai peut-être un petit peu après d'ailleurs, mais ce que je voulais vous dire, enfin le souvenir que j'ai des 2 ans que j'ai passé ici, moi, était qu'on faisait avancer les étudiants, évidemment sur du savoir-faire, ça fait partie des prérequis, mais aussi sur le savoir-être, et ça c'est quelque chose que j'ai gardé tout le temps, qui me semblait important, et qui me semble encore plus important aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est important, oui, c'est le savoir-être, et puis l'envie d'apprendre et l'envie d'évoluer perpétuellement. Et c'était vrai jusque-là, mais ça le devient encore plus avec la digitalisation et les sources d'information qui sont multiples. Donc c'est ce qui me semble vraiment pertinent, et c'est la première chose qui me vient à l'esprit, moi, quand je pense aux IUT. Merci. Monsieur Lefresne. Alors, bon, écoutez, moi aussi, j'ai un grand plaisir à partager cet après-midi avec vous, à la fois sur la partie plus générale qu'on vient de voir, et puis maintenant, le lien avec l'entreprise. Je représente... je n'ai pas le même regret que vous pour l'introduction, puisque moi, je ne suis pas un ancien de l'IUT. Donc, au moins, de ce point de vue, j'assure un peu de diversité, là. Par contre, je suis aussi sur un métier qui n'attire pas forcément toutes les foules. Banquier, vous vous rappelez, le monde honteux de la finance, quand même. Donc, on a aussi des sujets d'attractivité. Pour ce qui est de la population bancaire, c'est 370 000 employés au niveau de la branche, avec 2 catégories. À peu près 200 000 qui sont dans les banques qu'on appelle Association française des banques, on va dire les réseaux traditionnels, BNP, Générale, LCL, etc. Et puis, vous en avez à peu près 170 000 qui sont dans les réseaux un peu différents, qui sont les réseaux mutualistes essentiellement. Là-dessus, ça fait à peu près 42 000 embauches par an. Donc c'est assez significatif. Et donc forcément, on est très attentif aux personnes qu'on embauche, sachant que pour une grande partie, ils sont issus de formations courtes, puisque on embauche à partir de bac et de bac plus 2, mais aussi à bac plus 3, et avec une tendance de renforcement sur le bac plus 5. Ceci étant, 6 500 alternants dans le réseau des banques AFB, et à peu près le même niveau pour les réseaux mutualistes. Donc c'est un sujet qu'on débat dans la deuxième partie, mais je veux bien qu'on y revienne si vous le souhaitez, sachant que dans les alternants, 45% sont en licence et 15% sont en bac plus 2. Donc on voit bien toute la proportion, toute la part importante de l'IUT pour ce qui est des formations. Qu'est-ce que nous recherchons au travers de ces formations ? Et en particulier dans l'alternance, c'est la parfaite adéquation entre nos attendus et puis ce que le processus pédagogique va permettre de réaliser, avec à la fois les enseignements théoriques
par les enseignants traditionnels et la participation des professionnels dans le cursus de formation qui aura été discuté et mis au point. Et on voit bien que dans le temps, les formations ont su s'adapter aux transformations parce que vous comme nous, vous parliez de l'irruption du numérique. Il y a 40 ans, tout se faisait à la main avec un stylo bille derrière un guichet. Après, on a fait un peu d'automatisation, de robotisation, et on percute maintenant avec l'intelligence artificielle. Et tout ça, on continue à embaucher des bacs plus 2, des bacs plus 3, qui doivent intégrer ces évolutions. Et c'est ça qu'on attend de l'IUT. Bonjour à toutes et à tous. Julian Zapata, donc je suis le secrétaire général de la CAPEB Bretagne. Et je suis aussi très heureux d'être ici. Avec aussi, pareil, pas un ancien de l'IUT. Et une autre particularité, c'est que je représente les entreprises artisanales du bâtiment plus particulièrement. Donc on est une toute petite goutte d'eau dans tout l'univers de l'IUT, mais c'est très intéressant d'être ici. Quelques chiffres sur le bâtiment en général. Donc le bâtiment en Bretagne, c'est 23 000 entreprises qui emploient 67 000 salariés. Le BTP, là je parle au sens large BTP, pardon, 23 000 entreprises, 50 000 salariés, 56 000. Avec une particularité, c'est là que ça devient très intéressant. Dans les années 90, la proportion d'ouvriers dans le bâtiment était de 80%. Le reste, c'était des ETAM, donc employés techniciens, agents de maîtrise et cadres. Aujourd'hui, on est passé à 70% d'ouvriers. Le reste, c'est des ETAM et des cadres. Donc, vous voyez bien que la proportion d'encadrants a augmenté dans notre secteur depuis les années 90. Juste les ETAM passent de 15 à plus de 20% et les cadres de 4 à 7%. En même temps, la population de salariés du bâtiment a augmenté de près de 10 000 personnes. Ça veut dire que toute la partie encadrement a doublement augmenté, si vous voulez. Donc, c'est là où le rôle des IUT est très important. Et je voulais dire aussi, donc, nous, on a plus spécifiquement un travail avec le département génie civil. Et là, vous avez pris peu de risques à m'inviter parce qu'on est des clients on est à 100% satisfaits du travail qu'on a avec vous. Donc voilà, comme ça, c'est pas trop de risque pour l'invitation. Après, bon, je rentre dans le détail des formations qu'on peut avoir et du travail qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. On a parlé des difficultés de recrutement. Et le numérique vient aussi nous impacter très fortement. Donc on a plusieurs sujets, dont celui dont tout le monde entend parler aujourd'hui, c'est le BIM, la maquette numérique, etc. Donc là aussi, il y a des choses à creuser pour que justement il n'y ait pas une fracture numérique qui apparaisse entre les plus grosses entreprises et les entreprises artisanales. Voilà. Merci. Monsieur Blanchard, pour l'Union des industries chimiques. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je représente France Chimie Ouest-Atlantique, c'est-à-dire l'ancienne Union des industries chimiques de la région Bretagne. Donc je vous remercie de m'avoir invité, puisque moi aussi, je crois que c'est une contagion. Je suis un ancien DUT de Chimie Rennes. On a fait exprès, en fait. Visiblement, il y a eu une contagion. Et donc par rapport aux problématiques de notre secteur industriel, bon, la chimie, on est vraiment une industrie. On n'est pas dans le service comme la banque, on n'est pas dans le transport avec des petites entreprises, c'est vraiment des entreprises de l'industrie. Alors, notre problème de recrutement et de formation, il est, je dirais, double. D'abord, pour le recrutement, on a un problème très clair d'image de marque. Quand on dit aux parents ou aux étudiants, vous allez faire de la chimie dans l'industrie, alors déjà, industrie, ça fait peur, chimie, ça fait peur, ça sent mauvais, ça explose, c'est sale, j'en passe et des meilleurs. Donc là, on a vraiment un problème d'image. Alors, ce n'est pas avec l'IUT qu'on va résoudre le problème, effectivement, mais néanmoins, je pense qu'il y a toute une communication à co-construire avec les organismes de formation pour motiver les élèves, motiver les parents,
et peut-être motiver les enseignants du primaire avant tout. Donc ça, c'est notre premier problème de recrutement. Alors, par rapport au niveau auquel on a d'énormes problèmes de recrutement, ce n'est pas l'intermédiaire qui nous pose de soucis majeurs. Il est clair que dans les PME et dans même les entreprises un peu plus importantes, quoiqu'on n'ait pas de très grands groupes en Bretagne installés, il est clair que notre souci principal est sur les opérateurs. Et là, on n'est pas sur un niveau DUT, on est plutôt sur un niveau de bac de technicien, lycée d'Inlex et choses comme ça. Pour ce qui est des IUT, on est tout à fait satisfait des formations qui sont assurées. Et contrairement à ce qui était évoqué tout à l'heure, on n'est pas dans nos entreprises à ce que les ingénieurs fassent le boulot des techniciens, on est plutôt sur un recrutement qui consisterait plutôt à confier aux techniciens un travail un peu plus que technicien quand on n'a pas besoin d'un ingénieur à plein temps dans une unité de production très automatisée. J'y reviendrai parce que c'est un de nos soucis du passage de l'usine de chimie traditionnelle à l'usine 2.0 telle qu'elle est en cours très rapide de mise en œuvre. Donc, DUT, on n'a pas de problème ni de qualification des gens qui sont sur le marché, ni de trouver les personnels qui sont en adéquation entre les postes disponibles et les gens qui sont formés. Là, je dirais plus que dans le niveau ingénieur, le souci principal n'est pas dans l'industrie, il est plutôt vis-à-vis de nos jeunes, qu'on a incité à se former à Bac+5, et où le nombre de postes disponibles et le renouvellement des générations dans l'industrie chimique ne permet pas d'absorber la quantité d'ingénieurs qui sont formés par an en France. Ce qui signifie que ce n'est pas au détriment des étudiants, parce qu'ils finissent en SS2I, ils finissent dans d'autres branches, parce que la chimie est un peu dispersée partout. Vous aurez mon collègue de l'agroalimentaire tout à l'heure. Dans l'agroalimentaire, on a des ingénieurs chimistes qui font du contrôle qualité, de qualité des entrants, qualité des sortants, et autres. De la même façon, on a des ingénieurs chimistes qui sont recrutés dans des branches qui, en apparence, n'ont rien à voir avec de la chimie pure. Mais comme vous ne le savez pas tous, la chimie est partout. Et donc, les ingénieurs qui sont formés pour faire des ingénieurs chimistes, eh bien, n'entrent pas forcément dans les branches de la chimie, mais peuvent rentrer dans d'autres branches. Et donc, par rapport à cette problématique de est-ce que l'IUT correspond à ce qu'on attend? Oui. Alors maintenant, quelle est notre problématique par rapport à l'alternance, par rapport à ce qui était évoqué précédemment? J'aurais tendance à dire que notre problème, c'est que l'évolution telle qu'on l'a vue apparaître satisfait pleinement les entreprises, mais il a été dit aussi tout à l'heure que pour bien faire fonctionner l'alternance, il fallait s'appuyer sur un trépied, l'entreprise, les jeunes et les centres de formation. Et l'analyse qu'on en a pour l'instant, même si ce n'est pas définitif, même si on n'a pas les arrêtés, même si on n'a pas tout, on craint fortement que les entreprises soient satisfaites à 100, voire 180%. Par contre, la démarche par compétence et la démarche telle qu'elle est engagée, je ne suis pas sûr qu'elle soit lisible, compréhensible et satisfaisante pour les deux autres pieds du trépied. Or, quand on veut s'asseoir sur un siège trépied et qu'il n'y a qu'un seul pied qui soit solide, je vous laisse conclure. Monsieur Lefresne, par rapport à ce que évoquait Monsieur Blanchard, justement, sur l'approche compétence, quelle est votre position pour le domaine bancaire ?
Alors c'est vrai que j'ai pas dit que les banquiers étaient satisfaits des masters et des licences banque finance en particulier, puisque c'est là où on a nos recrutements. Et je fais le même constat que mes collègues, ça répond à 100% aux besoins. Et donc sur ces métiers, on n'a pas de souci. On a en plus un enseignement qui est avec ce que je disais tout à l'heure des professionnels qui interviennent, donc j'ai pas de souci. On a élargi par contre la palette, c'est-à-dire que les métiers changent et donc on a besoin d'aller au-delà des métiers traditionnels. Vous avez tous entendu parler de cybersécurité. Les banquiers sont particulièrement attaqués dans leur site internet, et ça tous les jours. Pour l'instant, on n'a pas fait la une des journaux et on ne voudrait surtout pas le faire. Et donc, ça nous oblige à avoir des compétences. Vous avez tous entendu parler de data. Et donc, tout ce qui tourne autour de la data, c'est des choses sur lesquelles on a besoin de travailler et d'avoir donc des formations diplômantes qui sont en lien avec ces nouveaux développements, des nouveaux métiers dans le secteur de la banque. J'ai entendu avec plaisir tout à l'heure parler aussi de la licence de l'immobilier. Vous avez vu aussi que beaucoup de banquiers vont sur d'autres métiers que le cœur de métier du banquier. Certains vendent de la téléphonie, des voitures, d'autres font de l'immobilier. En tout cas, on voit bien que la palette aussi de compétences est élargie. Et donc, ce lien avec les organismes de formation qui ont cette capacité à produire les diplômes qui correspondent aux attendus métiers, on les trouve, et notamment au travers des IUT. Donc justement, là, pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à notre capacité à répondre à vos besoins, lorsqu'on a échangé là, pour la préparation, Monsieur Carda, vous m'avez évoqué la nécessaire double compétence demain. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des informations intéressantes sur un double diplôme, double cursus, notamment au sein des cabinets d'expertise comptable. La double compétence, voire la triple compétence, je ne sais pas quoi. Oui. Parce qu'effectivement, comme le dit mon voisin, aujourd'hui, les formations qui sont proposées nous amènent des étudiants dont nous sommes satisfaits, mais on sent bien que les métiers bougent. Vous disiez que certains banquiers font de l'immobilier, font un certain nombre de choses. Pour l'instant, ils ne font pas de comptabilité. J'espère qu'ils n'en feront pas d'ailleurs. Uniquement la comptabilité des comptes de nos clients, c'est tout. Parce que dans l'évolution de nos structures, justement, moi j'aime bien présenter les choses en disant que finalement, nous ne sommes pas des structures d'expertise comptable. J'aime pas le mot cabinet d'ailleurs. C'est quelque chose de. Enfin voilà, j'aime pas cette connotation. Mais dans nos structures, nous sommes aujourd'hui plus des structures de services qui proposent de l'expertise comptable, parce que nous aussi, on évolue et on peut proposer des prestations vraiment différentes. C'est-à-dire qu'on peut proposer, par exemple, un service de déclaration personnelle, un service de location meublée, on peut proposer de la gestion de patrimoine, on peut proposer, enfin voilà, des choses qui partent finalement de notre mission habituelle et notre mission traditionnelle qui était celle d'établir les comptes. Et avant de revenir à cette multicompétence, j'avais envie de vous expliquer un peu l'évolution que vit notre métier. Jusqu'à présent, nous on a une chance déjà, c'est que chaque année, nos clients viennent nous voir. C'est-à-dire qu'en début d'année, on a à peu près 80% de chances qu'ils viennent nous voir. Et jusqu'à présent, finalement, on passait beaucoup de temps à j'allais dire, trier des factures, trier des papiers, prendre ça sur informatique. Et puis finalement, c'était la plus grande partie de ce qu'on facturait à nos clients. Ils étaient d'accord pour le payer, donc tout allait bien. Et puis avec la transition numérique, sans vous faire un cours de compta, mais une comptabilité, c'est basé sur 3 choses, des journaux de banque, donc des relevés bancaires qu'on récupère par transfert informatique aujourd'hui, des factures de vente ou de caisse qu'on sait paramétrer pour que ce soit intégré automatiquement. Et puis la dernière phase, c'était les factures d'achat. Et jusque-là, les factures d'achat, il fallait les reprendre ligne par ligne. Enfin, vous imaginez, ça évoque les boîtes à chaussures ou autres, enfin, etc. Et aujourd'hui, on arrive à des solutions qui sont fiables, parce qu'on en parle depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui, elles sont fiables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les factures, on les reçoit, elles sont scannées, et ça passe l'écriture tout seul. Donc tout ça veut dire que finalement, ce sont les robots qui vont passer les écritures, et tant mieux. C'est ce que je disais aux jeunes experts comptables qui prêtaient serment il y a quelques semaines.
quelle chance vous avez d'entrer dans le métier au moment où finalement la partie rébarbative va être un petit peu switchée et au moment où on aura vraiment du temps pour réaliser finalement ce qui est intéressant dans le métier, c'est-à-dire notre vrai métier, être accompagnateur et coach des chefs d'entreprise. Alors l'implication que ça a, c'est que les personnes que nous avons aujourd'hui et qui passaient une partie de leur temps sur cette partie un peu rébarbative, il faut qu'on les fasse évoluer, bien évidemment. Et ça veut dire aussi que sur les nouvelles recrues, on va avoir besoin de personnes qui auront évidemment ce bagage technique, mais qui devront aussi avoir des notions de marketing et de communication. Hein, c'est des choses que l'on côtoie tous les jours. Des notions aussi de gestion du système d'information, des flux financiers. Et puis, et donc le sujet de cybersécurité est très important. Hein. Sans citer de nom, je peux vous dire que certains cabinets d'audit, même très connus internationalement, ont été attaqués et ont subi des préjudices. Enfin voilà, ça c'est un sujet vraiment important. Donc on sent bien que là, toute cette frange, il y a à la base finalement les prérequis, ce qu'on avait jusque-là, qui était indispensable, qu'il va être absolument nécessaire de compléter par cette culture du service au client, c'est un peu le marketing, la communication, et cette connaissance aussi du système d'information. Et d'où finalement ma formulation qui était de dire, quand j'évoquais la notion de multicompétence. Moi, je me rappelle déjà ici, alors dans mon vieux temps, quand j'étais là, je me rappelle que ça m'avait marqué qu'une personne qui était ici avait complété son DUT informatique par un DUT GEA justement en 1 an. Et je crois que ça lui a apporté beaucoup. Je l'ai revu il y a peu de temps, ça lui a apporté beaucoup. Et moi, j'imagine bien qu'on puisse recruter quelqu'un qui aurait fait un DUT gestion et un DUT technique de commercialisation. Enfin voilà, voilà l'évolution dans nos métiers, sachant qu'étant conseiller des différentes entreprises, nous sommes là, nous aussi, pour coacher toutes les entreprises, et notamment sur ces sujets-là de transition numérique et d'accompagnement là-dessus. Si je peux juste continuer par rapport à ce sujet-là, l'impact que ça a aussi, le fait d'avoir ces profils qui peuvent être différents, c'est que les équipes que nous avons chez nous, au-delà d'avoir des compétences différentes, sont de générations aussi différentes par rapport aux générations passées, et elles ont une vision de la séparation de la vie perso et de la vie professionnelle très différente. Et nous qui jusque-là avions passé du temps à nous former, à connaître un certain nombre de données très importantes et n'étions finalement pas si formés que ça au management, on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'indispensable. C'est une des choses que je mets en avant dans mon mandat de président de l'Ordre des experts comptables, c'est de faire prendre conscience qu'aujourd'hui dans notre métier, il est devenu indispensable de manager, parce que si on ne le fait pas, et d'une, on ne va pas attirer, donc problématique d'attractivité. Soit dit en passant, moi j'ai été étonné que sur les métiers de la chimie, on se disait qu'on avait une image de marque qui n'était pas très bonne, une image... parce que nous, c'est ce qu'on se dit aussi. Je peux dire que tout le monde manque de confiance, finalement. Ça m'a étonné, j'y aurais pas pensé. Alors, juste pour revenir à ces notions de management, donc nous, on a besoin de manager aussi, mais ça veut dire aussi que les personnes que nous allons recruter, quel que soit le niveau, que ce soit du management intermédiaire ou supérieur, on a vraiment besoin qu'elles aient ces formations-là et ces sensibilités-là. Aujourd'hui, pour citer quelques chiffres, on a fait une enquête avec l'Ordre des experts comptables l'année dernière, en circularisant les structures, les 800 experts comptables en Bretagne. Est-ce que vous embaucheriez, est-ce que vous avez des besoins de recrutement ? Oui.
Est-ce que vous trouvez? Non. Et il y avait 400 postes à pourvoir. Hein, donc vous voyez que tous les secteurs, et en ayant une vision économique finalement avec tous les clients que nous suivons, je sais que ça touche à un certain nombre de secteurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette multicompétence. Je crois qu'il y a une nécessité, effectivement, enfin il y a une nécessité. Ouais, il va devenir indispensable que les personnes qu'on recrute soient, quand elles sont formées, soit par la suite quand elles seront chez nous d'ailleurs, qu'on puisse continuer à les former pour qu'elles aient ces multicompétences. Donc, Monsieur Carda, et vous êtes plusieurs à avoir évoqué effectivement les difficultés de recrutement dans vos différents secteurs. Quelle collaboration on pourrait imaginer entre vous et nous pour mieux faire connaître vos métiers? Parce qu'on se rend compte effectivement que les jeunes et leurs familles sont parfois dans la méconnaissance de certains métiers. Donc, je pense que Monsieur Rouxel, vous aviez évoqué certaines choses lors de notre préparation. Il y a déjà des... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on n'utilise peut-être pas forcément bien parce qu'on se connaît peut-être pas suffisamment bien encore. Donc peut-être qu'il faut continuer à se rapprocher pour mieux se connaître et présenter les choses de l'enseignement et de l'enseignement vers le monde de l'entreprise. Parce qu'il y a aussi un défi qui n'a pas été évoqué, je crois, c'est la transmission d'entreprise et la reprise d'entreprise où il faut préparer des dirigeants, des futurs dirigeants pour demain. Et donc, je pense qu'il faut... on soutient des IUT au niveau de la branche, celui de Quimper notamment, pour la partie transport logistique. Donc il faut continuer probablement vraiment à se rapprocher, à mieux se connaître, parce que on travaillera mieux ensemble. On voit bien l'évolution technologique de nos métiers, de nos exploitations, y compris des véhicules. On parle de platooning, du véhicule autonome, de toutes ces choses-là. C'est quand même pour demain. Finalement, c'est très proche. Ça va aller beaucoup plus vite dans les années à venir. Et on a intérêt à pouvoir développer la formation au travers des demandes d'entreprise. Il peut y avoir des schémas aussi d'expérimentation de certaines universités pour répondre à des problématiques qu'on n'avait pas forcément envisagées au niveau de l'entreprise. Et toute cette connaissance, on va dire, réciproque, me paraît importante. On a un outil, Eric Godefroy, là, de l'AFT, et qui est un lien important pour la branche avec l'éducation nationale et les IUT en particulier. Et c'est important de pouvoir s'appuyer sur ces compétences et sur nos compétences pour, d'une, rendre aussi attractifs nos métiers. On voit bien qu'on est nombreux à se dire comment on va faire pour recruter demain. Tous nos jeunes, on a le sentiment qu'ils vont sur des bacs plus 5. Alors, c'est très bien, mais en même temps, il faut trouver certains équilibres. Et je pense que ces équilibres-là peuvent être étudiés ensemble et que chacun, on va dire, fasse ses propositions et permette ses évolutions. Je pense que ça, c'est capital et c'est un enjeu, je pense, pour les IUT, mais aussi pour nos entreprises, d'être en capacité à recevoir des jeunes, à présenter nos métiers et on va dire à diffuser largement. Monsieur Blanchard, même chose lorsqu'on avait échangé, vous évoquiez même une participation lors des portes ouvertes des IUT, de professionnels du secteur d'activité. Oui. Moi, le constat qu'on a fait lorsqu'on a fait pas des enquêtes, parce que c'est simplement des tests en questionnant un certain nombre de nos partenaires industriels, et puis expérimentalement, je suis aussi père de famille, j'ai des filles qui ont fait des IUT, qui ont tenté l'alternance, et tout ça, ce qu'on a constaté, c'est un manque de connaissances réciproques des trois pieds dont je parlais tout à l'heure. Les parents connaissent mal les métiers dans nos entreprises, quelles que soient d'ailleurs les entreprises qui sont représentées à la table. Les étudiants, quand vous interrogez un étudiant de terminale sur qu'est-ce qu'il veut faire comme métier et qu'est-ce qu'il connaît des métiers qui lui sont ouverts, alors là, c'est le grand néant. Et les entreprises, eh bien, n'ont pas forcément une connaissance très fine des contraintes et des contraintes des organismes de formation pour répondre à leurs attentes.
et des attentes des élèves ou des jeunes par rapport à leur métier. Alors, quand vous avez des jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, mais qui sont face à des gens qui ne savent pas ce qu'ils attendent, tout ça génère un ensemble d'incompréhension. Or, j'ai fait du transfert de technologie pendant 35 ans dans ma vie, et ce que j'ai pu constater dans mon métier de transféreur de technologie, c'est que l'énergie naît de la rencontre. Et que si les gens ne se rencontrent pas et ne discutent pas et n'échangent pas, il est clair qu'on va rester dans cette situation de se regarder en chien de faïence et de ne pas résoudre les problèmes. Parce que c'est bien beau de dire « il y a un problème ». Oui, mais ce n'est pas parce qu'on a posé la question que pour autant on a trouvé la réponse. Et la réponse, on ne la trouvera certainement pas tout seul, et c'est certainement pas non plus le Deus Ex Machina de Paris qui va nous descendre la solution jusqu'en Bretagne, surtout quand on est à Pontivy ou à Carhaix. Donc le problème, il est qu'il faut qu'on se prenne par la main et qu'on organise ces temps de rencontre et ces temps d'échange. Alors effectivement, pour être un peu concret et les pieds dans la glaise, j'ai pour ma part participé aux journées portes ouvertes lorsque ma fille voulait faire de l'alternance et qu'elle ne savait pas si c'était à Angers, à Brest ou ailleurs qu'elle pourrait le faire. Eh bien, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations distillées sur qu'est-ce que la formation. Par contre, des anciens élèves qui viennent expliquer ce qu'ils font dans l'entreprise et quel est leur métier, néant. Des professionnels qui venaient dire ben, voilà quels sont les postes, quand vous aurez une licence pro, ou quand vous aurez un diplôme, un bac plus de maîtrise ou quelque chose, voilà ce que vous pourrez faire dans mon entreprise ou dans les entreprises de la chimie, si c'est un organisme professionnel qui est présent. Là, il peut y avoir un message. Et par ailleurs, les branches professionnelles disposent de fascicules, parce qu'on a tous édité dans nos branches professionnelles des fascicules qui expliquent cela. Sauf que comme on ne nous les demande pas et qu'on ne sait pas qu'il y a des portes ouvertes, on ne risque pas de les donner, on ne risque pas de venir pour les commenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on a fait une enquête aussi sur l'alternance au sein de l'Union des industries chimiques, puisque ça s'appelait encore comme ça à l'époque, on a constaté une chose quand même qui était assez étrange, qui rejoint d'ailleurs le fait qu'il y ait des postes disponibles et des gens au chômage et que les uns ne comblent pas les autres, ce qui est quand même assez étonnant. Et bien là, c'est pareil dans l'alternance. On a constaté qu'en Bretagne, dans les entreprises de chimie, il y avait des entreprises qui cherchaient des alternants pour des licences pro, et de l'autre côté, je recevais à l'Union des industries chimiques, pas moi, M. Antut, notre secrétaire général, recevait des demandes d'étudiants qui cherchaient des entreprises pour faire de l'alternance et qui ne les trouvaient pas. Donc là, je me suis interrogé, mais il semble qu'il manque une agence matrimoniale là, qui soit en capacité de rapprocher les deux parties. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Alors, ce matin, pendant la pause café, on m'a dit, ben oui, mais il y a Pôle emploi qui a quelque chose qui ressemble vaguement à ça. Certes, mais sauf que si vous y allez, parce qu'il suffit de tester, hein, vous avez tous cet engin pour le faire, vous testez et vous constatez que sur le site de Pôle emploi, eh ben, il n'y a rien. Voilà. Ça existe bien, hein, l'endroit où ça pourrait se faire, ça existe, mais il ne s'y passe rien. Il ne s'y passe rien. Pourquoi ? Bah, à mon avis, parce que les entreprises ne savent pas qu'ils peuvent y aller, et les étudiants, s'ils y vont, ils n'y trouvent rien, puisque les entreprises n'ont rien mis. Donc, il y a quand même là un problème d'organisation de toute cette communication pour co-construire effectivement les rencontres. Et alors, ça va encore plus loin, c'est que pour rejoindre ce qui était évoqué tout à l'heure, le problème de l'usine 2.0, les problèmes dans les transports, les problèmes dans la banque ou les problèmes dans la chimie, c'est tout de l'usine 2.0. On a tous besoin de passer à du 2.0. Sauf que ce n'est pas le même 2.0 dans une entreprise de chimie et ce n'est même pas le même problème 2.0 dans une TPE, une PME ou un groupe
quand on veut passer à cette grande dimension du 2.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, il va falloir qu'on forme nos opérateurs à ce qu'on a modifié dans l'entreprise pour qu'ils puissent continuer d'être opérationnels. Et ça ne peut se faire que par de la formation continue. Mais pour ça, il va bien falloir qu'on soit en capacité de rédiger un cahier des charges. Qu'est-ce qu'il faut comme formation? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme formation? Et je pense que les IUT sont les mieux placés actuellement pour créer ce type de formation, à condition qu'on réussisse là encore à se rencontrer, c'est-à-dire que les entreprises rencontrent les formateurs sur des besoins concrets pour définir exactement quelles sont les attentes des uns et des autres. Et après, tous les problèmes de financement, de circuit de financement, est-ce que ça passe par l'OPCAP, par l'OPCO, par le compétence machin ou compétence truc, peu m'importe et peu nous importe. De toute façon, on sait toujours que c'est l'entreprise qui paiera et qu'il faudra que ça réponde aux besoins de l'entreprise tout en satisfaisant l'attente des étudiants. Très bien. Et ça, moi je crois que pour ça, il faut arrêter de rêver et de faire des plans sur la comète, mais bien descendre sur Terre et puis se rencontrer et discuter pour créer quelque chose. Pas être hors sol, même si l'agriculture en Bretagne est souvent hors sol, malheureusement. Monsieur Zapata, par rapport justement à l'intervention de Monsieur Blanchard sur comment se rencontrer pour mieux construire, co-construire, faire évoluer une formation, quel est votre point de vue là-dessus? Je ne l'ai pas dit au début, mais nous aussi on a un problème d'image et de recrutement, donc ça touche effectivement presque tout le monde et on a un complexe d'infériorité aussi certainement, mais on a du mal à recruter des jeunes. Ça, c'était la première chose. Ensuite, quand j'ai dit qu'on était satisfait des formations de l'IUT, je voudrais juste préciser quelque chose. Ce qui est bien chez nous, c'est cette partie alternance, l'option que les jeunes ont d'avoir une partie en alternance, une partie par voie plus traditionnelle, parce que ça permet de montrer vraiment les réalités du terrain et l'image du bâtiment, c'est pas forcément celle qui est véhiculée. Oui, exactement. La réalité n'est pas la même. Ça donne aussi aux jeunes un peu d'indépendance. Ils ont un salaire, ils ont une vie professionnelle qui est très riche. Les taux d'insertion, vous l'avez dit ou quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils sont très satisfaisants aussi. Donc ça veut dire que ça répond vraiment à un besoin. Et en plus, c'est adapté à tous les publics, chefs d'entreprise, salariés, demandeurs d'emploi même. Donc voilà, il y a tout un panel de personnes qui peuvent se former chez vous. Et comment on pourrait imaginer mieux communiquer, mieux faire connaître vos métiers? Donc il y a deux choses. On parlait aussi des évolutions des métiers. J'ai dit il y a une évolution naturelle qui se fait dans le bâtiment qui montre qu'on aura peut-être de moins en moins besoin des niveaux 5 et 4 de la main-d'œuvre et plus de niveaux d'encadrement. Donc ça c'est l'évolution qu'on constate, mais ça risque de s'accélérer parce que là, je l'ai dit très rapidement avant, on a, comme dans tous les secteurs, on est impacté par les nouvelles technologies, par le numérique. Je ne sais pas si vous avez vu récemment sur TF1 le reportage avec l'imprimante 3D qui fait une maison en 24 heures. Donc voilà, ça reste anecdotique, ça reste cher, mais l'industrie, elle est là. Si on arrive à industrialiser ce type de processus de machine, au bout d'un moment, les prix vont diminuer. Donc là, tout ça pour dire qu'il y a un problème pour garder vraiment les compétences, vraiment le métier, vraiment le savoir-faire des salariés, des chefs d'entreprise du bâtiment. Et là où l'IUT a aussi un marché qui va s'ouvrir, c'est que le modèle économique d'un certain nombre d'entreprises du bâtiment va devoir changer aussi. C'est-à-dire que il va y avoir deux cas de figure. Donc il y a une entreprise qui est assez importante, qui est structurée, qui a assez de salariés pour avoir son bureau d'études intégré, pour faire de la conception en interne et pour avoir une grosse partie d'encadrement. Mais j'ai oublié de préciser, en Bretagne, 8 entreprises du bâtiment sur 10 ont moins de 10 salariés. Ça veut dire 80% des entreprises sont des petites entreprises. Donc celles-là, comment elles font? Il va falloir qu'elles s'organisent différemment.
qu'elles arrivent à se regrouper, à travailler ensemble aussi. Oui. Et c'est pour ça que je dis que là, il y a un boulevard qui va s'ouvrir, donc il ne faut pas être parano avec la réforme et tout ça. C'est vraiment, il y a des opportunités qui vont se créer et on aura besoin de cet encadrement-là. Une troisième chose, une troisième piste de travail aussi ensemble, nous aujourd'hui dans le bâtiment, donc on fait appel ici au département génie civil, on fait appel aussi au département génie climatique, donc il y a des gens qui vont travailler sur ça chez nous. On fait aussi des compétences transversales comme le commerce, même l'AI, communication et marketing, etc. Des fonctions un peu support, mais il y a aussi un point particulier, c'est le côté métier, purement métier. Donc quand je parlais qu'on était une goutte d'eau dans cet océan-là, c'est on a un DU qui n'est, en termes de volume, qui est très peu par rapport au volume des autres diplômes, mais qui permet d'ouvrir l'IUT à ces entreprises artisanales. Et qui permet aussi de dire, voilà, il y a des réalités métiers qui sont importantes, et c'est là où on peut travailler mieux et plus. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu ce qui se faisait au niveau national sur des diplômes un peu spécifiques, vraiment métiers, et je sais qu'il doit y avoir un autre diplôme dans le sud de la France par rapport aussi au développement durable. Il y a un diplôme aussi qui est porté par la Fédération du bâtiment sur le BIM et le numérique. Donc tous ces diplômes-là, pour nous, sont importants parce que ça fait le lien vraiment métier et petite entreprise vers l'IUT. Très bien, merci. Dernière remarque, parce qu'on est pris par le temps. On est pris par le temps, mais on a beaucoup évoqué les formations à l'embauche ou avant l'embauche. Je pense que, mais peut-être que la table ronde suivante pourra creuser ce sujet, mais on n'a pas trop parlé de la formation continue, si ce n'est par bribes. Et on voit bien que la réforme du CPF, qui maintenant est en euros à la place des jours, mais en gros, tout ça, c'est quand même comment dirais-je, des budgets qui doivent nous permettre de construire un parcours de formation tout au long de la vie. Et on a tous dit ici que les métiers changent, et donc c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'il ne faudra pas se former. Et si on n'y prend pas garde, nous, dans les entreprises, eh ben, on va avoir des gens qui auront un capital dont on n'aura pas connaissance, puisque c'est totalement personnel. Et donc comment on est capable de flécher des formations, d'adaptation tout au long de la vie. Et là, il nous faudra bien, en face de nous, des organismes qui proposent des choses qui correspondent bien à nos besoins. Et si on a embauché un Bac+2 à un instant T, bah, comment on l'emmène peut-être un peu plus loin? Alors, à moins de 29 ans avec un système, mais peut-être au-delà de 29 ans, comment on trouve des choses intelligentes avec des blocs de compétences, puisque la loi nous permet, compléter à de la formation en situation de travail, de la VAE. La fameuse FEST, là. Tout ça aussi dans un contexte de rénovation peut-être de la VAE. En tout cas, on voit bien que là aussi, il y a des champs du possible pour l'IUT, et donc en lien avec les entreprises. Peut-être qui est celui qui est le moins creusé aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette dernière remarque. On va clôturer cette première partie de table ronde. Je vous remercie tous les 5. À l'issue de la seconde partie, on aura un temps qui sera consacré aux questions de l'auditoire. Donc, pour cette deuxième thématique de la table ronde, on va parler de la réforme de l'alternance. On a abordé l'évolution des métiers, le regard porté par les branches sur l'offre de formation des IUT bretons. Des constats ont été posés sur la valeur ajoutée de l'offre de formation des IUT, sur les enjeux de demain pour maintenir cette offre de formation en adéquation avec les besoins des branches. On a parlé aussi en première partie de l'après-midi de la réforme de la formation professionnelle et de l'alternance, donc qui est engagée à travers la loi de septembre 2018. Pour cette deuxième thématique, on se propose d'aborder avec vous cette réforme sous l'angle de ses impacts sur l'alternance. Alors, pour cette thématique, nous accueillons, et je les en remercie, Guillaume Dillas, qui est directeur délégué de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne, qui devra nous quitter rapidement, donc vous interviendrez en premier. Problème de transport. Nicolas Lebon, secrétaire général... Nicolas Lebon, secrétaire général de la Fédération régionale du bâtiment. Jean-Luc Cade, directeur général de l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires. Simon Eusnard, qui est délégué général de la Fédération Syntec pour la Bretagne et les Pays de la Loire.
Bruno Chevalier, qui est en délégation de la présidente pour la Confédération des petites et moyennes entreprises des Côtes-d'Armor. Alors, les enjeux de cette réforme, on l'a vu, sont importants pour les IUT, hein, on le constate de plus en plus. Et Patrice Kermorvan nous a expliqué que les IUT avaient engagé un vrai travail autour du développement de l'alternance, que ce soit à travers les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage. Les effectifs ont beaucoup augmenté depuis 5 ans et on est à peu près d'accord sur les chiffres, donc tout va bien. C'est environ 2000 étudiants en alternance cette rentrée et environ 22% des effectifs globaux. Donc des enjeux forts. La réforme vient complètement interroger cette dynamique, on en a parlé tout au long de la journée. On sait que la plupart des dispositions vont entrer en vigueur, on l'a bien compris, à la fin de l'année, enfin vont entrer en vigueur en début d'année, mais que les décrets d'application ne sont pas tous sortis. Donc on va vous demander d'échanger des informations au regard des informations qui sont les vôtres aujourd'hui. On identifie toutefois qu'il y a des objectifs qui sont souhaités par cette loi, on n'en citera que 2, un renforcement de l'investissement des entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés, une simplification de la gouvernance et de la réglementation. On voit ainsi émerger une nouvelle définition de l'action de formation avec une entrée par les compétences. Je crois que ça a été bien abordé en début d'après-midi. Et ce serait intéressant de voir avec vous aussi comment les entreprises définissent leurs besoins en compétences et comment les entreprises, dans une co-construction, viennent nous apporter des éléments sur l'évolution de leur métier et sur la définition de leurs besoins métiers. Parce que pour répondre à une commande, il faut que la commande soit un peu clarifiée. De nouveaux marchés sur l'apprentissage, oui. Alors, Madame Bibard tout à l'heure a évoqué le PIC pour les publics infra-bac. Les IUT sont positionnés sur une offre de formation post-bac, bac plus 2, bac plus 3. Comment peut-on imaginer un travail, un partenariat pour faire évoluer ces marchés publics vers les publics visés par les IUT et une nouvelle gouvernance, on y reviendra, on en a parlé aussi. Donc, on vous propose de partager votre vision de cette réforme en l'état des infos qui sont les vôtres et en complément, c'est pas facile, hein, de ce qui a déjà été dit, les propos ont été riches. Je reviens sur la gouvernance. Hein, si on connaît la composition de France Compétences, nouvelle instance unique de gouvernance de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de ses collèges, donc, on voit moins, même si on en a eu déjà une première approche, comment la régulation de la qualité des prix des formations et notamment des coûts des contrats en alternance va s'opérer. Les branches auront un rôle d'appui dans la co-construction des diplômes. Comment imaginez-vous cette co-construction et ce rôle ? J'ai entendu ce matin dans la salle quelqu'un qui disait, mais dans la gouvernance de France Compétences, quelle va être la place des organismes de formation ? Comment on peut instaurer un dialogue avec les instances qui vont régir cette formation et la logique de l'apprentissage. Quel sera le rôle de la région? J'y reviens pas, on en a parlé, mais si vous souhaitez la région par rapport à ce que l'on en connaît aujourd'hui, donc du point de vue de l'apprentissage, que de celui de la régulation de l'ouverture des formations en apprentissage. Là, il y a quand même un point d'inquiétude aussi, puisque l'ouverture de ce marché est posée. Est-ce qu'il y aura une sécurisation des CFA existants dans une logique de territoire? Est-ce que les entreprises vont ouvrir, les grandes entreprises, leurs propres CFA? Est-ce qu'il y a des informations, des scoops à nous faire passer? Autant d'interrogations donc, sur lesquelles on aimerait vraiment avoir votre vision des impacts sur cette réforme. Donc, régulation des tarifs, de l'offre, rôle de la région, gouvernance. Et puis, pourquoi pas compléter le propos de la première thématique de la table ronde sur votre vision de l'offre de formation des IUT et de l'évolution des métiers. Alors, je vous propose de commencer par Monsieur Dilas, qui du coup a une contrainte. Prenez le temps dont vous avez besoin et on vous excusera après. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, ça représente en Bretagne à peu près 2000 entreprises et 54 000 salariés. Pour faire clair, la métallurgie, derrière ce terme qui peut être un peu vieillot et qui n'est pas très attractif et qui pose parfois des problèmes de confiance en soi quand on se revendique métallurgie, c'est la construction aéronautique, la construction navale, construction automobile, le secteur de l'électronique, le secteur de toutes les automatismes, machines spéciales, et puis la métallurgie stricto sensu, c'est-à-dire le travail des métaux, de la chaudronnerie à la mécanique de précision. Donc on est déjà un secteur assez vaste
C'est très riche. Pour aborder, donc moi je vais parler en 3 points: vision de la réforme du point de vue de l'entreprise, la gouvernance, et puis après le rôle de l'écosystème. Déjà peut-être rappeler quelque chose pour moi qui est une évidence, c'est qu'avec les IUT ça se passe bien. Et je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas bien, parce qu'on change de modèle législatif, voire de modèle économique. On sait faire appel à l'IUT depuis de nombreuses années pour former nos compétences et pour créer de nouveaux diplômes. J'ai un exemple en tête, la licence pro construction navale, enfin métier industriel de la construction navale, avec le parcours brestois et le parcours lorientais, pour être complet. C'est bien une co-construction entre un organisme de formation et un collectif d'entreprises, dans lesquels, évidemment avec Bretagne Pau Naval, mais dans lesquels nous, lui-même, on a été aussi impliqués. Donc c'est plutôt une réussite. Il y a un modèle de partenariat sur le Finistère qui est assez fort entre l'IUT de Lorient et l'IUT de Brest, pardon, excusez-moi, et l'UIMM du Finistère. Donc il y a déjà des habitudes de travail. Donc pour nous, l'IUT est un interlocuteur naturel, parce que c'est un bon outil pour former des compétences, parce que nous, ce qu'on aime bien en termes de formation, c'est la prod. Et on a des interlocuteurs dans les IUT qui parlent aussi de prod. C'est très important. Et on considère que l'offre en termes de compétences prod n'est pas suffisante. Donc quand on en a et qu'elle est satisfaisante, on fait tout et on fera tout pour maintenir cette compétence des formateurs et compétences aussi au niveau des plateaux techniques. Donc là-dessus, c'est quand même un parti pris assez... on va continuer notre travail ensemble. On va le faire différemment. Sur la vision de la réforme, en fait, nous, on le voit de 2 manières. Globalement, cette réforme, elle va dans le bon sens, puisque c'est une réforme de liberté. Elle est là pour... vous parliez de libérer d'énergie. Nous, on considère que cette réforme va libérer les énergies. Donc, si je vous suis, provoquer plus de rencontres. Donc déjà, pour nous, c'est une bonne chose. Qui dit liberté, c'est aussi liberté pour les entreprises. Mais quand on vous donne de la liberté, ça veut dire qu'il y a un principe de responsabilité qui est lié avec. Parce qu'il faut en être responsable de cette liberté. Et ce qui est très important, et nous, le message que l'on reçoit, c'est qu'on nous dit, OK, vous demandez plus de liberté, plus d'autonomie, plus de force pour faire de l'apprentissage, prenez-le. Et on sait très bien qu'on va être comptable de cette liberté. Et ce qu'on nous donne cette année, dans 3, 4, 5 ans, là où on dit, oui, il n'y a pas assez de jeunes, oui, il n'y a pas assez d'apprentissage, etc., quand on va relever les compteurs dans 4, 5 ans, je ne sais pas si ce sera les mêmes autorités gouvernantes ou pas, mais ce n'est pas la question, mais en tout cas, quand on fera un bilan dans 4-5 ans de cette réforme, si on voit qu'on n'a pas avancé ou pas suffisamment avancé par rapport aux objectifs qui sont affichés, je me fais fort que certains écosystèmes, certains conservatistes vont dire écoutez, regardez, on a confié aux entreprises cette responsabilité, regardez ce qu'ils en ont fait, ou plutôt ce qu'ils n'en ont pas fait. Donc on sait très bien où on en est aujourd'hui, et c'est vrai que nous, dans l'industrie, on est très fort pour râler, et j'ai envie de dire, là, on est challengé. Donc, et pour une fois, on est challengé dans le bon sens du terme. Donc c'est à nous aussi, principe de responsabilité, de relever le gant. Par contre, on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une réforme qu'elle va créer des générations spontanées de jeunes qui vont se présenter devant un IUT, devant un CFA, devant un lycée pro. Donc c'est bien une co-construction ensemble. Co-construction des formations, mais aussi des messages avant et après la formation. Les messages après les formations, ils sont assez clairs. On a des taux d'insertion, vous les connaissez, vous les pratiquez. Ils sont très intéressants sur l'apprentissage. Donc les arguments, ils sont là. Après, il faut convaincre les foules de faire plus. Et ça, on a besoin on a besoin notamment des IUT. Sur la gouvernance, effectivement, le principe de la gouvernance, on l'a vu avec les 2 intervenants précédents, c'est qu'il y a un rôle central des OPCO et de France Compétences. Donc effectivement, c'est un peu comme sur le contrat pro, où chaque année, où on attend alors quelles vont être les prises en charge cette année au niveau des OPCA, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez mettre les priorités? Est-ce qu'il y aura de la double validation, etc. Eh bien, les questions qu'on avait, les débats qu'on avait en matière de contrat de professionnalisation, on va se les poser, et on se les pose en ce moment, sur le contrat d'apprentissage. Donc c'est là où nous, en tant que branche, on a une impulsion à donner pour... donner aux organismes de formation et faire que ce triptyque, ce trépied réussisse. C'est qu'on est là, on est à l'impulsion. On a vraiment un rôle politique d'impulsion là-dessus. Premièrement. En termes de qualité, il y a 2 choses. Effectivement, il y a la qualité avec ce qui est prévu dans le dispositif législatif et puis qui sera précisé par décret, les aspects contrôle qualité, l'aspect normatif, réglementaire, etc. Mais comme tout le monde va avoir bientôt son application et comme tout le monde
va être sur les réseaux sociaux ou est déjà sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas, une formation de mauvaise qualité, le marché va le savoir très vite. Je prends un terme qui est peut-être un peu fort en disant que le marché va le savoir très vite, mais les jeunes vont le savoir très vite, les entreprises vont le savoir très vite, et des mercenaires que l'on peut craindre, qui vont arriver sur certains marchés en disant ben voilà, je vais me faire entre guillemets une place sur la formation, ça va se savoir très vite. Et donc là, j'ai pas trop de crainte. Surtout sur nos métiers industriels où il faut quand même un investissement. Enfin, on est très intensif d'un point de vue capitalistique et on ne montre pas un plateau Clio ou Gym d'une année sur l'autre pour pénétrer un marché. On n'est pas sur des formations papier-crayon, quoique même sur les formations papier-crayon, il n'y a pas que le papier et le crayon qui fait que la qualité de la formation. Donc on a aussi un problème de compétence de formateur, la compétence étant rare et chère. Donc, enfin, il y a plusieurs. Les IUT ont quand même plusieurs atouts dans leurs mains pour pouvoir réussir avec nous cette réforme. Donc, voilà, en propos introductif, ce que je voulais présenter. Merci. Alors, comme M. Dilas nous quitte bientôt, si vous avez des questions avant qu'il parte, d'accord. N'hésitez pas. On continue dans l'ordre, si vous le souhaitez, M. Kahn. Oui, alors, sans transition. C'était pas la table ronde la plus facile, s'agissant de la réforme de la formation et des conséquences sur les entreprises, les emplois, les salariés. Un mot sur l'agroalimentaire. En Bretagne, c'est 70 000 salariés, 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est des chiffres qui sont très impressionnants. Quand ça va bien, ça va bien, c'est un très grand secteur contributeur à l'activité économique régionale. Quand ça ne va pas, ben, vous savez ce que ça donne, comme en 2013 ou 2014. Il y a de quoi tout ce politique économique de se préoccuper un peu. Donc c'est un secteur à ce titre-là très sensible qui se développe là fortement. Donc il y a vraiment des questions de recrutement, de difficultés réelles, avec une image qui là aussi n'est pas bonne. Oui, ça va aller mieux comme ça? Non, excusez-moi. Donc bon, je finis sur le secteur agroalimentaire et ses quelques particularités. On travaille évidemment avec des IUT en Bretagne. Je reviendrai s'il le faut sur ce que nous préconisons. La réforme, moi je reviens à une notion de, je ne sais pas si mes collègues partagent ça, mais l'origine de la réforme et l'esprit dans lequel le gouvernement, enfin qui n'était même pas d'ailleurs, c'était je crois à l'occasion de l'élection présidentielle, le propos, la philosophie qui a présidé à un certain nombre de réformes, et celle-là en particulier, c'est la notion de mobilité. Et avec une analyse qui était proposée, dire que les problèmes de la France, c'était pas des difficultés, c'était un vrai problème de mobilité au sens très très large du terme, mobilité économique, mobilité sociale, sociétale, professionnelle, etc. Et c'était appuyé par des choses qui, dans le domaine de la formation professionnelle, sont avérées. L'accès à la formation est vraiment une difficulté depuis longtemps pour un certain nombre de salariés. Donc là, c'était déjà un problème de mobilité des flux de financement de la formation qui a toujours posé problème, les fameux 33 milliards d'euros, ou je ne sais plus exactement combien, dont on ne savait pas où ils passaient exactement, pour quelle efficacité. Donc il y a un vrai raisonnement de départ à cette réforme, et qu'évidemment nous, partageons, mais peu importe, de toute façon les choses ont été faites sans réellement, je veux dire, des discussions de mise en œuvre. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a eu deux principes qui ont été, qui nous semblent très intéressants. Je commence par l'intéressant. On verra dans la mise en œuvre, il y a des choses qui nous apparaissent beaucoup plus compliquées. J'étais hier
notre commission sociale, donc qui est composée de DRH de l'agroalimentaire, des entreprises des plus grandes comme des moyennes, où, même eux, à la fin, en disant, mais finalement, on a 4 ans, on a eu la réforme en 2014, en 2009, 2010, est-ce qu'on ne va pas, avec la complexité qu'on a devant nous, finalement, passer encore quelques années, et dans 4 ans, on aura une réforme, et on n'aura pas pu mettre en application celle-là. Mais bon, c'est comme ça, on est dans cet environnement. Deux principes, la logique de compétence, mais je crois, alors j'étais pas là dans la première partie de présentation, mais la logique de compétence est vraiment très intéressante. Elle est ancienne, elle relève, moi je me souviens de données autour de la gestion de l'emploi, de la formation, enfin le fait que en fait la formation a souvent été prise comme un objectif, alors que sans doute il s'agit plutôt d'un moyen pour réduire des situations entre des objectifs de contenu, d'activité, des compétences détenues par les individus. Enfin, et du coup, cette logique de compétence va ouvrir des pistes très intéressantes, sans doute pour élargir la notion de formation, et que la formation, au-delà de ce que l'on savait tous, je pense que, enfin, vous voyez à quoi je fais référence, même en tant que pédagogue, on sent bien que tout ne se résout pas d'un passage de connaissances d'une tête à une autre dans des conditions souvent normalisées comme on a, soit évidemment dans des établissements scolaires, ce qui est normal, mais ce qu'on a aussi en formation continue. Donc on va là, et toujours la question le sujet de la mobilité, on va sans doute avoir une évolution importante, intéressante de la définition de la notion de formation, et se retrouver devant des opportunités nouvelles. La deuxième logique qui nous semble être forte et intéressante, c'est la notion de responsabilité. Alors, responsabilité du côté des salariés. Là, le bouchon a été poussé très loin, très très loin. Mettre les salariés, les individus devant leur responsabilité d'avoir un accès direct, monétisé à un nombre d'heures de formation, c'est extrêmement ambitieux. On voit que c'est pas si évident que ça, avec le nombre de CPF qui sont déjà ouverts. Alors, il paraît que ça c'est en train d'augmenter parce que les organismes de formation poussent, vont avoir un effet pour inciter finalement les salariés. Donc là, il y a la responsabilité, évidemment, et nous, on travaille avec les syndicats de salariés dans l'agroalimentaire, au niveau régional. On a des instances de dialogue social, et c'est un des sujets de préoccupation de la part des organisations syndicales de salariés. Et puis la responsabilité du côté des entreprises, là, il y a des choses un peu paradoxales. En même temps, l'entreprise se retrouve devant beaucoup moins d'obligations, sinon une qui est de verser une contribution unique, mais finalement qui va partir sans pour elle de négociation, de recherche ou de retour ou de mise en œuvre. Elles seront responsables de la mise en œuvre d'un plan, non plus de formation justement, mais de développement des compétences. Bon, très bien. Moi, je pense, et je repense encore à hier, il y a des directions des ressources humaines qui ont déjà prévu, qui sont dans une logique vraiment stratégique à plusieurs années de développement des compétences. Elles sont déjà dedans. Il y en a beaucoup d'autres chez qui 2019 va sans doute être une année basse en termes d'appel à la formation, parce que il faut comprendre le nouveau système qui s'est mis en place. Peut-être que j'arrête là, parce qu'il y a la partie alternance justement qui est évidemment une autre conséquence. Peut-être qu'on y reviendra comme vous voulez. Oui, et de la même manière, on est dans un établissement de l'enseignement supérieur. Quand on aborde la notion de compétence, elle s'appuie sur l'acquisition. On est tous d'accord à peu près sur la définition de la compétence, mais à aucun moment dans ce qui a été dit aujourd'hui, le terme d'enseignement n'a été utilisé. Et quelle est la place de la formation qu'on va apporter aux futurs salariés, et finalement quel est le socle commun qui va leur permettre d'avoir une formation suffisante
pour être formés tout au long de la vie, pour continuer à apprendre. Et là aussi, il y a un enjeu, comment les entreprises perçoivent cette dimension de la formation des adultes et de la sécurisation des parcours. Mais on y reviendra. L'exercice n'est pas toujours facile. Monsieur Lebon ? Bon, j'ai essayé de ne pas répéter ce que mes collègues ont dit, et puis je crois que c'était l'objet. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un peu en perspective des avis à la fois complémentaires, mais qui peuvent avoir un angle ou un focus différent. Moi, je suis très heureux d'être face à vous ce soir. Je suis très heureux d'être dans un amphithéâtre où je vois des chefs d'entreprise, je tiens à le dire. Voilà, l'ADN des IUT, c'est avant tout ça. Enfin, c'est aussi ça. C'est des enseignants, aussi compétents que vous êtes, mais aussi des chefs d'entreprise qui participent à la vie de vos établissements. Et c'est ce qui crée le lien avec nous, les secteurs professionnels, et c'est ce qui fait aussi, je crois, qu'on est aussi nombreux devant vous ce soir, et d'avoir cet attachement aux IUT, on l'a aussi parce que vous nous permettez d'avoir le prolongement de nos organisations, à savoir des chefs d'entreprise qui participent activement à la vie de vos établissements. Voilà, ça c'est dit. Moi, je représente un secteur d'activité en complément de ce qu'a dit avec beaucoup d'humilité mon ami Rouliane de la CAPEB tout à l'heure, qui ne représente pas qu'une goutte d'eau quand même, puisqu'en Bretagne, le bâtiment, c'est 20 000 entreprises qui pèsent 55 000 salariés, et au niveau national, c'est 500 000 entreprises et 1 200 000 salariés. Le tout pour un chiffre d'affaires en Bretagne de 10 milliards d'euros, constant, dans les bonnes et les mauvaises années, ce qui fait qu'on est le troisième secteur d'activité à peu près en Bretagne, après l'industrie, l'agro-industrie, effectivement, et un secteur qui est présent sur tout le territoire et qui irrigue tout le territoire avec des petites, des moyennes et des très grosses entreprises. C'est ce qui fait la force de notre secteur d'activité. Alors, par rapport à l'objet qui nous réunit ce soir, je crois que moi j'ai qu'un seul schéma à vous montrer, mais que vous connaissez par cœur, c'est celui de la réforme et de ce que ça donne en schéma. Donc, on nous avait dit, l'entreprise sera au cœur du dispositif. Je vous montre le schéma. L'entreprise, en fait, elle est en haut. C'est la fontaine de jouvence. Elle abonde son financement, comme toujours. Et après, derrière, on retrouve un espèce de triptyque d'État. On a parlé de triptyque tout à l'heure, qui est formidable avec l'URSSAF, qu'on connaît assez bien, qui collecte, qui sanctionne aussi. France Compétences, qui est un nouveau zinzin, qui est la fusion de plein d'organismes nationaux. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit? La Caisse des dépôts. Ah bah tiens, c'est quoi ça? C'est l'État, je vous rassure. Et puis les régions qui perdent un peu de pouvoir, et enfin l'État sur la formation des demandeurs d'emploi. Et puis nous, on est là en fait, opérateurs de compétences. Les 10 OPCO qui remplacent les 20 OPCA. Donc vous voyez dans le schéma, l'entreprise, elle n'est pas au cœur, elle est en haut et elle finance. Voilà. Je crois que c'est la meilleure preuve de ce qu'est cette réforme. Avant tout, je tiens à le dire, pour nous, on n'a pas la perception à la Fédération du bâtiment que c'est l'entreprise au cœur du système, mais c'est plutôt le deuxième étage de la fusée de la libéralisation du marché du travail avec les ordonnances Macron lors de l'arrivée de ce gouvernement qui a effectivement apporté beaucoup de bien aux entreprises puisque ces ordonnances ont permis de lancer une dynamique favorable au monde économique. Mais le deuxième étage, c'est la société des compétences à travers cette réforme. Et le troisième, c'est la réforme de l'assurance chômage dont on attend les conséquences dans quelques mois. Donc, on est sur un programme. Alors maintenant, est-ce qu'on y trouve notre compte? Oui. Indéniablement, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure. On y trouve notre compte parce que, à partir du moment où on redonne une partie du pouvoir au monde économique, en tant qu'acteur du monde économique, on ne peut qu'être satisfait. Maintenant, il faut voir les conditions de ce pouvoir. Et comme l'a très bien dit Jean-Luc tout à l'heure, et mon collègue Guillaume aussi avant, on est comptable du résultat qui va être produit d'ici quelques années. Donc maintenant, à nous d'être effectivement efficaces pour nous emparer d'une partie de cette autonomie supplémentaire qu'on nous donne. Mais l'autonomie, elle va se traduire pour les entreprises par un investissement supplémentaire. Parce que malgré tout, ce qui est mutualisé, c'est pour les petites entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de plus de 50, désolé pour les tiennes, Jean-Luc, va falloir payer. Il va falloir payer pour avoir de la formation continue. Ça, c'est quand même un paramètre qui est important à dire. C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique d'investissement dans la formation. De co-construction entre le salarié et son employeur, mais surtout pour l'employeur, d'investissement. En sachant que pour le salarié, lui, il a son CPF qui le suit partout, qui est rechargé, qui est monétisé, et qui va lui permettre de demander de la formation avec une appli qui n'existe pas encore. Ouais. Et puis bon, l'appli, on est d'accord, c'est mieux quand on est cadre et qu'on peut passer des réunions à regarder sur notre smartphone et à commander la prochaine formation qu'on rêve de faire.
Nous, nos ouvriers de production, ils n'ont pas tellement le temps de zapper sur leur smartphone pour choisir la future formation dans laquelle ils vont s'éclater. Donc, on voit bien quand même, là encore, qu'il y a une vue de l'esprit de cette réforme qui est très axée vers le supérieur, tant mieux pour les UT, mais pas vraiment pour les niveaux inférieurs. Et je crois que ça nous inquiète, puisque Rouliane l'a dit tout à l'heure, 75% de main-d'œuvre et plutôt de formation au niveau infra-bac. Même si on monte sur les formations supérieures, on est une industrie de main-d'œuvre. Comme mes collègues, on a quand même le gros de nos troupes qui est sur des niveaux inférieurs au bac. Et ça va peut-être changer, mais pas si vite que ça, parce qu'il faudra toujours des gens pour produire. Voilà. Donc voilà, nous, notre vision de cette loi. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas fait ça pour lancer un pavé dans la mare, mais c'est peut-être pour dire un peu les choses telles qu'on les voit quand même concrètement voilà, avec le prisme de l'entreprise bâtiment. Maintenant, et je me tourne vers vous, le public, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est un peu énervé autour de cette réforme, mais pas du tout, je vous rassure, ça va très bien. Et je vous le dis, il faut s'emparer de ce qu'il y a à s'emparer. Et vous avez, je pense, une position tout à fait intéressante. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans les coulisses avec nos deux animatrices de choc, finalement ce qui compte dans cette réforme, c'est celui qui va être gagnant, c'est celui qui va capter le flux, c'est-à-dire le flux de jeunes qui va venir vers ces formations, et celui qui saura capter dans le même temps les entreprises. Parce que pour développer l'alternance, il faut quand même une entreprise. Donc avis aux amateurs. Les organismes de formation qui sont les mieux placés pour gagner cette bataille sont ceux qui, à la fois, vont être capables de capter des jeunes, donc qui vont être attractifs auprès des jeunes, et qui, dans le même temps, seront attractifs auprès des entreprises. Bah, désolé, mais là, vous êtes super bien placés. C'est une bonne nouvelle, non? Ouais, souriez un peu. On va mieux finir qu'on a commencé. Franchement, voilà, donc on m'avait demandé de faire un peu de calinothérapie. Je pense que, voilà... À la fois, on vous a dit qu'on vous aimait, et puis on est en train de vous dire que cette réforme, elle vous sert. Donc vous devriez passer une bonne soirée, mais à condition quand même que vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait depuis 45 ans 50. Ah, vous êtes vieux maintenant, et 50 ans, vous existez. Voilà. C'est-à-dire d'être toujours en proximité du monde économique, encore plus en proximité. Donc, faut pas surfer sur vos lauriers et puis dire ah, ben, ils nous aiment, donc c'est bon, hein, on arrête d'aller les voir. Non, non, faites comme nos copains que je vois à l'IUT Génie Civil de Rennes, que je salue. Oui, on se voit beaucoup, nous, hein, on n'arrête pas de se voir. Ouais, nous, on fait plus que s'aimer, on travaille vraiment ensemble. Et puis, bah, oui, bah, y a le directeur, il y a le président qui est là, tout est formidable. Donc, on travaille vraiment main dans la main, mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cette proximité et il faut la cultiver. Donc il faut la cultiver, il faut que quand vous créez une licence pro, vous vous rapprochiez de nous, il faut systématiquement que vous soyez en proximité du monde économique parce que cette proximité, bah, ça nous donne envie aussi, nous, de travailler avec vous et vous d'offrir des perspectives pour les formations que vous créez. Et puis bah, les jeunes, il faut gagner la bataille de l'attractivité des jeunes. Alors on est dans un monde qui se transforme. Je ne vais pas être trop bavard parce que moi je suis intarissable sur le sujet, mais n'oublions pas que là, le rapport de l'apprenant à la chose, il change complètement, hein. On a des jeunes, vous les connaissez mieux que nous, puisque vous les voyez tous les jours. Alors nous, on les voit un peu parce qu'on les a à la maison. Ils sont zappeurs, ils sont pas du tout sur les mêmes valeurs que nous. Eux, être propriétaires de leur logement à 25 ans, ils en ont rien à secouer. La promesse d'un lendemain qui sera meilleur s'ils s'investissent à fond... Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite. Donc voilà, donc on a quand même un rapport au travail qui est en train de changer complètement. Ça a été dit par les premiers intervenants de la première table ronde. Et ça, c'est super important. Il faut qu'on sache se tourner vers cette jeunesse qui a un rapport au travail complètement différent. Donc nous, en tant qu'entreprise, il faut qu'on se saisisse de cette réforme pour changer aussi un peu de braquet, pour changer un peu nos pratiques RH aussi. Et puis vous, en tant que, je dirais, organisme de formation, il faut aussi que vous saisissiez que les modalités des apprentissages vont devoir se modifier. Alors la réforme nous autorise à casser la logique de diplômes tels qu'ils existent, de référentiels, créer des blocs de compétences. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à co-construire ensemble. Cette logique de transformation complète de la partie en fait pédagogique de ce que l'on fait pour faire évoluer les compétences de nos jeunes. Et là, on a un vrai travail de co-construction à imaginer avec le prisme de l'entreprise tel qu'il perçoit l'évolution des métiers et votre prisme, vous, de professionnel de l'éducation, je l'ai dit, éducation, voilà, J'avais dit et le enseignement. savoir-faire, de l'enseignement, avec tout ce qu'il y a derrière. Merci de votre écoute et
Je reprendrai le micro, hein, c'est promis. Merci. Le travail sur les blocs de compétences est bien entamé. C'est vrai que ça fait partie des points, des priorités. Transition toute trouvée pour Monsieur Usna, avec qui on échangeait tout à l'heure. Alors, le Syntec, oui. La transition numérique, oui, elle concerne toutes les branches professionnelles. On l'a abordé tout à l'heure et vous aviez, je prenais des exemples de formations qui se montent, pour n'en prendre qu'une, l'UT de Lannion, licence pro développement d'applications web et mobile. Comment peut-on toucher toutes les branches sur cette formation qui est très transversale, alors que finalement il n'y a pas une branche numérique, quoi. Alors pour aller dans le sens de ce que disait Nicolas, c'est vrai que le changement du rapport au travail, on l'observe et on en est un peu à l'origine. Malheureusement ou heureusement, mais on va dire heureusement. Alors, Syntec, donc la fédération Syntec, la branche regroupe à la fois les métiers du numérique, de l'ingénierie, des études et du conseil et de l'événementiel. C'est vrai que c'est souvent assez peu connu, donc c'est important de le préciser, même si le numérique évidemment pèse pour plus de la moitié en Bretagne dans cette branche. Moi, je voulais vous donner quelques chiffres. Donc aujourd'hui, la branche que nous représentons, c'est plus de 25 000 salariés en Bretagne, 2500 établissements, 3 milliards de chiffres d'affaires, en progression très nette, hein, alors notamment dans le numérique, hein, sur les effectifs. En 2016 comme en 2017, on est sur une hausse de plus de 6,7%. Alors essentiellement un tissu de TPE, PME, ça il faut être clair, même si on a des antennes de grands groupes, hein, ce sont essentiellement des TPE, PME. Donc pour nous, la question de la création des CFA par entreprise ne se posera pas de cette façon-là. Ce sera sans doute des réflexions communes à plusieurs entreprises. Quoi qu'il en soit, sur l'attractivité métier, on y est aussi confronté, même si c'est plus en vogue peut-être que d'autres. 90% de CDI, des salaires attractifs en sortie de formation, mais pour autant, on constate toujours des tensions en matière de recrutement. Alors c'est vrai que vous m'aviez demandé quelques métiers, alors j'en ai noté quelques-uns pour lesquels vous formez d'ores et déjà, d'autres peut-être un petit peu moins, en sachant que ces métiers continuent et continueront à évoluer. Évidemment, les développeurs dans le marketing digital, les architectes cloud, sur la cybersécurité, sur le web design, sur tout ce qui relève de la data, à la fois l'analyse, data analyst, data scientist, en ingénierie des géomaticiens, sur le BIM évidemment, pour faire le lien avec le secteur du bâtiment. Alors, quelques chiffres aussi que je vérifiais tout à l'heure, mais sur les offres d'emploi dans nos secteurs, ceux de la branche représentée par la Fédération Syntec, 85% des offres d'emploi aujourd'hui, c'est des Bac plus 4 et des Bac plus 5 qui sont demandés. Dans le numérique, on atteint même 97%, avec 1% pour les Bac plus 2 et 2% pour les Bac plus 3. Alors, on a des entreprises aujourd'hui qui ont pris conscience, évidemment, hein, depuis maintenant plusieurs années de la difficulté de recrutement et qui sont en train de réajuster justement les niveaux de recrutement avec la nécessité derrière, on le disait tous, hein, de poursuivre la formation en emploi. Parce que à ce moment-là, si l'entreprise recrute un Bac plus 2, un Bac plus 3, évidemment l'objectif c'est de continuer à le former pour in fine arriver à un niveau de formation Bac plus 4, Bac plus 5. Mais sur ces parcours-là, évidemment, les IUT peuvent jouer un rôle central. Et quand on regarde le détail par type de structure de formation, c'est très intéressant. 65% des offres d'emploi réclament une école d'ingénieur, 4% demandent un IUT. Voilà, entre les deux, on a différents niveaux, hein, 18% l'université, 7% BTS, mais donc on voit bien aussi que de notre côté, c'est un pas qu'on devra faire ensemble. Il y a aussi des évolutions sans doute à organiser. Puis d'autres défis, je pense à celui de la féminisation de nos métiers, on y est particulièrement confronté, alors que hors branche, donc à l'échelle de la Bretagne, on est sur une féminisation de l'ordre de 44%, pour la branche, on n'est qu'à 30%, et dans le numérique, qu'à 25%. Donc aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise y sont très clairement confrontés. Et là aussi, on va avoir besoin de vous, on a besoin de vous sur ces sujets. Donc ça réclame évidemment des communications spécifiques, mais c'est un point important. Alors, pour répondre à ces différents défis, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés, celui de la transversalité entre nos branches, et c'est pour ça que je pense que c'était très utile d'avoir ces différentes tables rondes. On a parlé du BIM, avec notamment le bâtiment, l'usine du futur. On a mené une étude dans le cadre de notre observatoire sur ces sujets-là, donc c'est évidemment très important.
En transversalité, toujours, il y a la question de l'équilibre territorial, parce que si on prend le numérique, par exemple, 3/4 des emplois, c'est en Ille-et-Vilaine et sur le bassin rennais. Or, on sait très bien que dans le reste de la Bretagne, et particulièrement ici, on a un tissu dynamique, un tissu d'entreprise, mais qui ne pourra vivre et se développer que si les organismes de formation qui sont sur place répondent à leurs besoins. Et donc, de ce point de vue-là, votre maillage, vous les IUT, il est particulièrement précieux, votre lien avec les bassins d'emploi. Et puis moi, je voulais insister pour terminer, et c'est le lien avec la réforme de la formation professionnelle, sur la question de la régionalisation, parce qu'on est tous d'accord pour constater que cette réforme, c'est quand même globalement une recentralisation et une étatisation. Il y a évidemment beaucoup de points positifs qui ont été soulevés, mais ces deux points-là nous interrogent et en tout cas nous incitent les uns et les autres à renforcer nos liens à l'échelle de la région. Et c'est pour ça que votre structuration avec l'association régionale est évidemment pertinente. Nos branches sont pour quasiment la totalité structurées aussi à l'échelon régional. En interprofession, on est aussi à l'échelon régional. Le dialogue, à notre avis, il doit véritablement se situer à ce niveau-là. Alors évidemment, après, chaque IUT a ses spécificités, mais ça, c'est extrêmement important. Sur le secteur du numérique, parce que j'ai eu des questions là-dessus, la filière est en train de se structurer, mais c'est très récent, depuis la rentrée, avec la région, avec la Directe, avec Pôle emploi, on est en train d'organiser, avec les universités également, organiser une instance de pilotage qui permettra d'éviter les doublons, de partager les informations, etc. Donc c'est l'amorce d'un dialogue qu'on espère de plus en plus intense. Mais en tout état de cause, sur la co-construction, nous, on en est tout à fait convaincus, que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire, il n'y a pas une réunion dans nos secteurs d'activité où on ne parle pas d'IUT. Et très généralement, pour regretter une chose, c'est que vous ne formiez pas plus d'étudiants. Donc c'est quand même un aveu de réussite très révélateur, mais deux enjeux quand même. Il y a l'enjeu qualitatif sur le type de formation, et donc là évidemment j'évoquais des métiers, on a des référentiels en train de se développer dans le cadre notamment du pacte régional d'investissement dans les compétences, et ça peut être un outil. Et là encore, les IUT peuvent jouer le rôle de briques dans le parcours de formation. On parle de parcours résidentiel, parcours de formation, peuvent jouer ce rôle de brique centrale absolument décisif. Donc il y a un enjeu qualitatif sur le contenu des formations, mais il y a un enjeu aussi quantitatif. Et le problème qu'on constate dans les deux régions, c'est que très souvent, les capacités, on a du mal à les faire bouger de façon concomitante avec les besoins des entreprises. Et ce décalage-là, il peut se révéler terrible, parce que ça veut dire qu'à un temps T, on n'exploite pas le potentiel de croissance, et puis les capacités finalement sont en place, mais le cycle économique est plus forcément le même. Et donc c'est un peu regrettable. Et puis après, donc ces éléments-là, vous parliez tout à l'heure des besoins sur l'observation. Nous, on a aujourd'hui des observatoires. Alors avec les OPCO, tout ça va sans doute bouger, mais des études très fines. On a lancé donc la phase 2 de notre étude sur les métiers de la branche, notamment sur l'aspect qualitatif, avec des entretiens auprès de chefs d'entreprise. Là, on va avoir besoin de vous aussi pour continuer cette information-là, qu'elle soit partagée, parce que l'idée de ces études, c'est pas simplement que ce soit de beaux documents, mais c'est que ça soit utile pour construire ces formations ensemble. Et il faut que ces outils d'observation soient largement diffusés, parce que vous l'ignorez peut-être, donc au besoin on vous enverra les liens, mais ces documents-là existent, et autant ne pas dépenser d'énergie et d'argent les uns et les autres, mais exploitons-les au mieux. Et puis le dernier sujet, c'est la communication. Nous, on va lancer le 6 juin prochain une grande opération sur l'apprentissage dans nos métiers, donc dans 4 villes, dans chacun des 4 départements de la Bretagne administrative, le même jour à la même heure, sur le principe du job dating, c'est-à-dire des entreprises à la recherche d'alternants proposeront des rendez-vous de quelques minutes avec des jeunes qui pourraient être intéressés. Donc sur toutes ces informations-là, sur toutes ces actions, il faut qu'on y aille ensemble, encore une fois à l'échelon régional, et qu'on puisse faire en sorte les uns et les autres d'être dans une réactivité qui correspond à l'activité économique, même si en termes d'enseignement, les enjeux sont évidemment sur des temporalités souvent plus longues. Il faut qu'on arrive à bien se coordonner, et espérons que la réforme nous permettra de le faire. Voilà. Merci. On va prendre rendez-vous pour les journées de recrutement. Alors, monsieur Bruno Chevalier, j'avais échangé avec vous parce que je trouvais que vous aviez un parcours très intéressant, tant du point de vue de votre connaissance du monde de l'entreprise que de celui du monde de l'université, si vous voulez nous en expliquer pourquoi. Et du coup,
On voudrait garder un petit temps d'échange pour les questions-réponses avec la salle, donc en forme de conclusion, d'ouverture. Mais je vous laisse expliquer la chose. Oui, bonsoir à tous et merci d'avoir invité la CPME. Donc, par rapport à mes confrères, moi je représente le syndicat patronal dans sa globalité, alors CPME, c'est-à-dire les PME et les TPE. Alors, je vais aussi vous donner des chiffres. Donc TPE-PME, c'est un peu plus de 7 millions de salariés en France. Si on ajoute tous les actifs, dirigeants et autres, on arrive à peu près à 11 millions d'actifs, voire même un peu plus, parce qu'il y a énormément d'indépendants qui ont besoin de changer de carrière ou qui ont l'envie de changer de carrière et donc ont besoin de faire évoluer leurs compétences. Une PME, c'est une définition européenne, donc c'est moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est avant tout une entité agile d'un point de vue économique qui va essayer de capter toutes ces nouvelles activités, donc qui a besoin de faire évoluer très vite ses compétences, et on voit tout de suite que la stratégie, la gestion des compétences de l'entreprise est primordiale pour ces entreprises. Donc il faut, et c'est ce qu'on a mis en place d'un point de vue expérimental en Côte d'Armor il n'y a pas si longtemps, peut-être accompagner ces chefs d'entreprise qui sont souvent dans de très petites entreprises et qui n'ont pas toujours le temps de lever la tête, les accompagner dans cette stratégie et cette vision. C'est-à-dire demain, quels sont les nouveaux métiers qui vont leur tomber dessus, et s'ils veulent toujours rester agiles, comment ils vont devoir s'y prendre pour faire évoluer les compétences et, via l'alternance, acquérir dans leur petite structure les compétences qu'il leur faut. Donc ça veut dire l'alternance, et pour moi la réforme, pour la CPME aussi, la réforme est une vraie opportunité pour aborder ce sujet avec eux. Et les accompagner, si on le peut, dans ces processus qu'on commence à expérimenter, pour que l'alternance soit à la fois la possibilité pour eux de transmettre un savoir-faire, c'est-à-dire les générations se succèdent, et il faut éviter que ceux qui ont le savoir-faire partent avant que les nouveaux arrivent. Donc, pour eux, l'alternance, c'est savoir-faire plus enseignement théorique et pratique. Il y a les deux valences qui vont se marier, qui vont permettre ce mélange pour obtenir les bons profils pour continuer leur activité, être toujours assez agile et dans l'opportunisme. Tout va plus vite et ça va continuer. Certains disent que la moitié des métiers d'aujourd'hui vont disparaître et être remplacés par d'autres. J'attends pour voir, mais c'est vrai que ça évolue très 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 vite. Et donc l'échange entre les entreprises qui voient apparaître ces besoins, et il va falloir les accompagner pour lever la tête dans ces visions, et les UT vont être très importants, mais ça a déjà été dit. J'aborderai peut-être quelque chose qui plane, mais qui est peu abordé, c'est les problématiques de recrutement. Dans toutes les filières, on a à la fois des personnes qui sont à la recherche d'emploi et des employeurs qui sont à la recherche de salariés. Alors, bon, on sort d'une période qui a été compliquée, où ce haut niveau de chômage a permis aux chefs d'entreprise de recruter peut-être des profils très facilement, et aujourd'hui c'est plus difficile parce qu'il y a cette fracture. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les petites entreprises, et on le croise tous les jours, les processus de recrutement ont souffert de cette période. Il y a 10 ans, il y avait des processus de recrutement qui existaient dans les petites entreprises qui, parce que les périodes étaient plus fastes pour recruter, ont été abandonnés ou minimisés. Et aujourd'hui, il faut revenir à des processus de recrutement. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand on croise quelqu'un, un jeune, qui va avoir un savoir-être, une envie de porter très haut l'entreprise, eh bien, il va falloir intégrer dans le processus de recrutement la possibilité de l'envoyer vers l'alternance. Et c'est là que, avec Pôle emploi, avec d'autres, si on arrive à se parler, eh bien on pourrait intégrer cette nouvelle réforme dans la stratégie, la vision à long terme de l'entreprise et toute cette GPEC qui, malheureusement, dans les petites structures, a du mal à s'implanter. Et la force des IUT? La force des IUT, c'est de rentrer en dialogue avec les petites entreprises. Alors moi j'ai la chance de faire partie du conseil de l'IUT de Saint-Brieuc et donc d'apporter ma modeste contribution, et je vais continuer avec la future présidence de la CPME Côte d'Armor pour pouvoir dire on peut aller porter la bonne parole aux uns et aux autres dans le cadre d'un certain nombre de processus. Alors on va parler de mon parcours. C'est vrai que il y a encore 25 ans, moi je terminais mon 3e cycle pour être enseignant-chercheur.
Et puis après, j'ai fait un peu de temps dans la recherche publique, qui m'a pas tellement convenu, créateur d'une start-up, puis après j'ai versé dans le conseil aux entreprises. Ce qui veut dire qu'à un moment donné même de ma vie, il a fallu que je change de métier. Un biologiste moléculaire qui fait une VAE en droit, économie et gestion. Bah, c'est possible. Et je crois que ça va être vraiment la réalité de demain. On n'a pas une seule carrière, on en a plus. Et la formation tout au long de la vie, on le sait, c'est une réalité. La valorisation des acquis, il va falloir que ce soit une réalité parce que quand on change de boîte, il faut quand même un diplôme pour pouvoir parler de ce qu'on sait faire et d'avoir des pairs qui ont pu le valider. On a parlé de qualité ce matin, des formations et surtout des structures qui vont se mettre dans l'alternance. Il faut que ce soit connu et reconnu. Et dans les entreprises, ça va être impératif. Donc c'est tout cela qu'il va falloir mailler. Et M. Blanchard le disait, il va falloir qu'on apprenne à se parler. Et créer des instances multiples où chacun va devoir expliquer à l'autre ce que sera demain, sachant que demain, c'est de plus en plus rapide. Et ça va s'accélérer, que ce soit le numérique ou autre. De belles perspectives de travail pour la RUT. On avait dit qu'on laisserait un temps pour les questions. Alors, je sais leur critique où il faut aller boire un coup, mais néanmoins, la place aux questions. Oui, je voudrais interroger les branches qui sont présentes aujourd'hui. La ministre du Travail a indiqué que la branche, je cite, tient la plume des diplômes. Elle va être à l'origine des nouveaux référentiels de compétences. On l'a dit et répété, et ça je ne me fais pas d'illusions pour les IUT, puisque c'est une pratique courante, ne serait-ce que par les SFC des IUT qui font des VAE. Mais également le référentiel d'activité, et dans le cas de l'alternance, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait en entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? Sur quel rythme? Et enfin, les modalités d'examen. Est-ce que vous, en tant que représentant des branches, vous avez été questionné sur les futurs, votre investissement futur dans la construction des diplômes et présentement, par exemple, sur les DUT, sur les licences pro qui existent en Bretagne? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question? Et ma deuxième question, ça concerne aussi les coûts de formation. Actuellement, le gouvernement procède à des interrogations auprès des branches. Certains d'entre vous ont consulté des CFA infrabac pour les coûts de formation. C'est important, on l'a cité en début d'intervention et Patrice l'a rappelé sur l'importance du financement des formations pour les universités, pour les IUT, le coût contrat qui va être celui des coûts d'apprentis. Est-ce que vous avez été consulté sur le coût des DUT, le coût des licences pro récemment? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et puis peut-être en dernier point, c'est quid des formations qui sont multisecteurs? Un DUT génie industriel et maintenance, et sur plusieurs secteurs, un DUT informatique, un DUT technique de commercialisation. Comment ça va se passer, puisque là vous représentez une branche, une formation. Alors il y a des branches monosecteurs, il y a des diplômes monosecteurs, mais il y a des diplômes qui sont aussi, notamment dans le supérieur, c'est assez courant, sur plusieurs secteurs d'activité. Pour ce qui est de l'agroalimentaire, je pense que c'est vraiment une question qui reste très ouverte pour nous encore à l'heure actuelle. Quand on dit, ou quand la loi, ou quand la ministre, je ne sais pas, dit, ce sont les branches qui vont avoir le pouvoir, la responsabilité, etc. Moi, nous, on n'a rien vu de tout ça. Et je rejoins Simon qui disait tout à l'heure, il va bien falloir distinguer le niveau régional, le niveau national. C'est le cas pour nous. On a 25 branches au niveau national. C'est pas au niveau national, enfin en tout cas, et vous avez une branche au niveau régional, c'est donc c'est la BEA qui regroupe l'ensemble des entreprises. Mais il va bien falloir qu'on distingue les niveaux. Moi, je suis pas, enfin plus que ça, enfin au courant de. Alors les discussions peut-être pas non plus vraiment démarrées. Alors, faut comment dire, France Compétences va sans doute avoir un rôle très important, mais France Compétences, c'est du quadripartisme. Donc les partenaires sociaux, les nôtres, de manière, je ne sais pas comment ils seront organisés. Bon, enfin, en tout cas, il y a un vrai problème. Mais ce qui va être ouvert comme opportunité, c'est vraiment de discuter au niveau régional. On verra les chances qu'il est possible de discuter dans l'adaptation des diplômes, dans les conditions d'alternance, dans les compléments, disons, d'information et de formation
relevant du secteur ou d'un secteur en particulier dans le cadre de vos enseignements. Enfin, je pense que c'est vraiment dans ce niveau de discussion-là, il faudra bien distinguer les deux choses que l'on pourra avancer ensemble. Il va vous falloir, avec nous, se préparer à accueillir des alternants d'origine, d'âge, de métiers, enfin très très différents. Et ça, c'est un vrai beau challenge. C'est pas sans doute Paris et les organismes nationaux qui définiront ça. Il faudra travailler ensemble sur ce plan-là. Je ne vais pas être beaucoup plus précis, parce qu'effectivement, tout ce qui concerne les diplômes, ce sont nos branches nationales qui s'y collent. Donc nous, on peut nous demander notre avis, mais pour l'instant, on n'a pas été saisi officiellement par nos branches nationales sur la modification des référentiels diplômes. Donc c'est effectivement dans le cahier des charges de l'OPCO, mais pour l'instant, il n'y a pas le vanemecum du début du mode d'emploi de qui fait quoi et quand. Pour l'instant, on délimite le périmètre de notre OPCO. Il faut qu'on ait terminé pour le 31-12, et on n'a pas terminé. Donc, vous voyez, c'est pas gagné encore. Donc étape par étape, je pense que ça viendra tout début 2019, cette étape-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une marge de manœuvre locale, puisque dans la mesure où on déstructure un peu l'action de formation, et là mon propos transcende la formation initiale pour aller vers la formation continue, c'est là-dessus qu'il faut que vous bossiez. À mon avis, la formation initiale, ça va continuer de nous tomber un peu du ciel avec des référentiels diplômes qui vont être co-construits entre nos branches nationales et vos grands ministères. J'ai la fait court, d'accord ? Ça, je suis pas sûr que ça change vraiment. Par contre, en matière de formation continue, on a plein de choses à imaginer ensemble et en région en matière de co-construction sur les blocs de compétences. Et là, il faut qu'on soit malin. Et là, vous avez une capacité d'ingénierie régionale, départementale, par département d'activité très forte, en lien avec les mondes économiques avec lesquels vous êtes habituellement en contact, et d'autres mondes. Ce qu'il faut vraiment se dire, je l'ai dit avec peut-être un peu d'humour tout à l'heure, mais j'en ai l'intime conviction, c'est que cette réforme appelle à déstructurer complètement nos habitudes. Notre mode de fonctionnement en silo, où on a l'habitude de fonctionner de telle manière pour la formation initiale, pour la formation continue, avec des porteurs de projets et des organismes bien distincts qui s'en occupent. Là, on pète un peu tout, on crée des maisons de la formation qui s'occupent à la fois de formation initiale et de formation continue. Donc vous, en tant qu'entité IUT, sur un positionnement qui est assez clair, sur le Bac+2, Bac+3, vous avez tout intérêt à vous interroger sur ce repositionnement par rapport à cette capacité de création de blocs de compétences qui peuvent être utiles au territoire et aux jeunes dont vous avez les flux d'entrée dans vos établissements. Voilà simplement comment moi j'imagine cette réforme. Mais j'ai certainement pas complètement répondu à votre question. Ouais. Alors, oui, le coût, j'ai pas répondu sur le coût, c'était pas que je voulais botter la question, c'est que j'étais sur mon idée de formation initiale, formation continue. Nous, sur le coût, sur le coût apprentissage, on anime, nous, 4 CFA du bâtiment en Bretagne, qui vont du CAP au BTS, et on est calé, nous, c'est simple, on est assez relax, puisqu'on a le coût apprenti le plus faible de France. On est à peu près à 5 000 € par apprenti et par an. D'accord ? Donc on pense que la réforme ne peut nous être que favorable par rapport aux outils dont nous avons la charge de gestion. D'accord ? Avec le paritarisme de branche qui prévaut pour l'instant dans nos outils de formation. Maintenant, reste à savoir ce que ça va être sur des formations supérieures aux formations BTS. C'est forcément un petit peu plus cher, quoique ça se discute par métier. Mais voilà, nous, notre coût apprenti, effectivement, pour le BTP, la proposition de la branche devrait sortir tout début d'année. D'ailleurs, voilà, France Compétences est en attente de la définition de chaque coût apprenti. Nous, on ne sera pas cher. Par rapport à d'autres. Même niveau d'incertitude aujourd'hui. Sur l'OPCO, j'ajoute que les branches doivent se prononcer avant le 31 décembre, mais ensuite l'État a la possibilité de ne pas tenir compte de ces avis ou d'organiser des évolutions qui ne seraient pas celles demandées par les branches. Donc ça, on sera définitivement fixé le 1er avril. C'est ça, de 2019. Donc... Bon, mais aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que quand on discute avec nos OPCA, grosso modo, tout est à peu près gelé, et c'est compliqué de s'engager. Enfin, c'est véritablement
difficile, alors que nous, on a des entreprises aujourd'hui qui ont des besoins très clairs, qui a des inquiétudes quand même sur 2019, mais c'est pas en réduisant la voilure dès maintenant qu'on va arranger les choses. Donc aujourd'hui, sur les questions que vous avez posées, sur la définition des diplômes, sur les coûts, nous, concernant notre branche, aujourd'hui, moi, je suis dans l'incapacité de vous donner des informations. J'avais une discussion avec le délégué général de la fédération. C'est pareil au plan national. C'est quand même extrêmement compliqué. Moi, je voulais simplement intervenir sur les diplômes multisecteurs, parce que ça, ce sujet-là, il nous concerne très directement, parce que quasiment toutes les branches qui sont intervenues sur la première et sur la deuxième table ronde ont parlé de digitalisation. On prétend absolument pas en avoir le monopole. On prétend absolument pas en avoir le monopole, au contraire, et c'est vrai qu'à l'échelle de la région Bretagne, c'est aussi valable dans les Pays de la Loire, mais en Bretagne, on travaille extrêmement bien ensemble, notamment dans le cadre de l'Interpro. Et donc, nous, la question des diplômes multisecteurs, elle va très directement se poser, parce que les diplômes sur lesquels on va intervenir ont potentiellement vocation à concerner à peu près toutes les branches. Donc, mais il va bien falloir aussi qu'on réponde à nos besoins spécifiques. Il ne s'agira pas d'aller former des jeunes qui iront dans toutes les branches, sauf dans la nôtre. Donc il faut qu'on trouve ce bon dosage, mais je le disais tout à l'heure, ça passe par une discussion entre les branches, et c'est vrai que l'échelon régional, il est le plus pertinent, parce que de la même façon que vous connaissez bien les entreprises de votre territoire, nous on connaît bien les organismes de formation de notre région. À Paris, ils sont quand même un peu plus déconnectés, et puis il faut qu'on garde cette proximité-là avec vous, et c'est vrai qu'une organisation à l'échelon régional, je ne sais pas encore quelle forme elle pourrait prendre, mais entre l'association régionale des IUT et puis les différentes branches, il faut qu'on arrive de ce point de vue-là, pour les IUT spécialement, à créer cette instance de dialogue qui nous permettra d'être réactifs dans les deux sens d'ailleurs, vous faire part de nos besoins et puis vous nous faire remonter aussi vos contraintes, vos enjeux. Alors, une petite question, une remarque pour commencer. Vous connaissez très bien la problématique financière dans vos entreprises. Vous êtes très satisfait des étudiants que nous formons en IUT, et donc j'espère que dans le cadre de l'évolution de la loi, les entreprises continueront à nous aider financièrement de façon à pouvoir maintenir tous nos plateaux techniques pour pouvoir former des étudiants de qualité. Non, ma question c'était la suivante. J'ai regardé la liste des OPCO. Vous parlez tous de numérique. Dans les OPCO, je ne vois pas une OPCO qui serait estampillée numérique. C'est un peu plus pour la partie Syntec numérique. Quel est votre avis par rapport à ça? Et puis, comment vous voyez la chose? Alors, je l'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on représente notamment les entreprises de services numériques, les éditeurs logiciels, etc. Mais le numérique, les professionnels du numérique, ils sont dans tous les secteurs. Vous avez des professionnels du numérique dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire, enfin, dans toutes les branches qui sont intervenues, et puis dans toutes celles qui n'ont pas pu être représentées aujourd'hui. Donc ce serait complètement illusoire, avec la digitalisation, la transformation numérique de l'économie, de dire on va localiser le numérique dans un OPCO. C'est déjà pas le cas aujourd'hui, de fait. Donc non, nous la question elle se pose pour nos entreprises spécifiques aujourd'hui sur l'OPCO de rattachement. Il n'y a rien d'acquis d'après les dernières informations. Alors il y a le rapport Marx que vous avez peut-être lu qui fait des préconisations, en l'occurrence une pour notre secteur, qui fait pas forcément l'unanimité. Les avis peuvent être partagés. Je pense que dans d'autres branches, la question se pose à peu près de la même façon. Donc non, nous, notre enjeu, c'est pas de dire le numérique doit être attaché demain à un seul OPCO. C'est déjà notre OPCO, il faut qu'il fasse sens par rapport aux services que nous proposons, parce que on représente, en fait, on le présente comme ça, les métiers de l'intelligence productive, donc tout ce qui peut être externalisé au sein de l'entreprise. Je vous invite d'ailleurs les uns et les autres à aller sur notre site, la Concepteur d'avenir, parce que sur les besoins en formation dont on parlait tout à l'heure, ils sont bien détaillés. Et puis sur la transition numérique, de pouvoir travailler en bonne intelligence comme on le fait en Bretagne depuis très longtemps, avec l'ensemble des branches et avec l'ensemble des organismes de formation. Donc je ne sais pas si c'était juste une question ou une inquiétude, y compris par rapport aux IUT, mais enfin en tout cas sur la prise en compte de la digitalisation
digitalisation, elle est faite d'ores et déjà par tous les secteurs. Et nous, pour ce qui nous concerne, on va être très attentif à l'OPCO de rattachement. Encore une fois, là pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Et puis de faire en sorte à ce que ce dialogue-là qui existe demain soit renforcé et de plus en plus avec les IUT. Et je reviens à la structuration régionale parce que la question de la transformation digitale, chez nous en Bretagne, elle est décisive parce qu'on est une région périphérique et demain, notre capacité à attirer des talents, y compris de grandes boîtes qui peuvent travailler en Bretagne, en télétravail, donc ça pose la question du haut débit, toute la question des services aux entreprises qui peuvent exister en Bretagne et être rendus ailleurs dans le monde, on est tous mobilisés là-dessus. Et donc, c'est pas la propriété exclusive de Syntec, mais en revanche, on est les uns et les autres tous en première ligne pour faire aboutir cela et être au service de nos jeunes. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, je vais conclure. Merci à tous les intervenants. Franchement, je pense qu'on les applaudir parce que ça a été... Et c'est vrai que les branches sont nombreuses. Hein. On a beaucoup d'intervenants ce soir. Beaucoup. Ça a été assez facile, pour ne pas dire très facile, de les avoir. Il faut bien avouer qu'ils ont tous répondu vraiment très rapidement en disant OK, bon, ils se connaissent tous plus ou moins, ce qu'ils m'ont expliqué en tout cas, c'est clair, mais c'est bien, mais c'est parce qu'ils se connaissent qu'ils sont venus. Hein. Ils sont venus parce qu'il y a un intérêt, et ça a été dit plusieurs fois, voilà, nous avec les IUT, on s'entend bien, ça se passe bien, et c'est vrai qu'aussi, bon, c'est d'écouter un petit peu, et voilà, ça traduit bien leur présence en masse ici, traduit bien cette relation qui a été tissée pendant des années. Et objectivement, c'est vrai que c'était facile de les faire intervenir. Et je tiens à vous remercier parce que ça c'était du temps, mais vous comprenez bien, et j'entends bien ce que dit Simon, hein, c'est l'échelon régional qui est notre échelon hein, de la RIUT, est un échelon probablement qui va encore durcir et s'émanciper un petit peu des autres réseaux, de façon à être l'interlocuteur régional. Et on voit qu'il y a du sens. Et dans le cadre de la réforme, le sens existe toujours. Les blocs de compétences, on a beaucoup parlé de blocs de compétences. Les PPN, alors vous, le PPN, chez nous, ça veut dire Programme Pédagogique National. On ne peut pas être dans un IT si on n'a pas entendu parler de PPN, pas 2 fois par jour, mais ça vient régulièrement, les PPN. Le nouveau DUT en 3 ans, si ça se fait, ça devrait se faire, va conforter l'image qu'on a de fabriquer ces nouveaux programmes pédagogiques en compétences, en blocs de compétences. Les départements, hein, les assemblées de chefs de département travaillent déjà là-dessus, il y a déjà un travail qui est fait, et je crois qu'à vous entendre, la question n'est pas de savoir s'il faut ou pas le faire, il faut le faire, et même assez rapidement. Et de concevoir les nouveaux programmes pédagogiques en IUT sous cette forme de programme de bloc de compétences, c'est indispensable. On voit bien que là, s'il y a des questions à se poser, c'est évident qu'on n'a pas ce de questions. Simon, encore une fois, parlait de former plus d'étudiants. J'ai introduit ces assises en disant qu'en licence pro, le nombre d'étudiants formés diminue. Pas de beaucoup, mais diminue parce que l'alternance demande des ressources, également des ressources humaines, hein, des ressources humaines. Et c'est clair qu'il y a une question de se poser pour savoir comment peut-on faire pour augmenter le nombre d'étudiants, parce qu'on voit bien, il y a des secteurs qui recrutent, hein, il y a des besoins, il y a des bras. Nous, notre rôle, c'est de les former, mais la question, c'est comment les forme-t-on avec les moyens de façon à répondre aux demandes de l'économie locale et régionale, sachant qu'il faut des formateurs, hein, pour former des étudiants et des formateurs. Ça, c'est des enjeux aussi qui sont devant nous, hein, c'est des enjeux forts qui sont devant nous. Voilà, je trouve quand même que globalement, on fait cette belle journée. Cette belle journée aujourd'hui, on finit quand même par un constat, mais bon, on l'avait déjà depuis ce matin, très positif. J'entends bien les branches professionnelles, hein, j'entends bien en disant qu'il y a des beaux enjeux devant nous, mais que globalement, en termes d'IUT et de collaboration, de co-construction, il y a probablement un beau terrain de jeu devant nous. Ça va nous occuper pendant les prochaines années, mais en tout cas, on sera présent et on a bien compris que, parce que pour jouer, entre guillemets, pour un terrain de jeu, il faut être à plusieurs, il faut des partenaires. Et là-dessus, on a vu une belle projet de partenaires ce soir. Merci à eux d'être venus, et en tout cas, nous les IUT, on sera là. Bonne soirée à tous. Alors, ça c'est la partie.